Vas-y, vas-y. Ah ouais, je t'en prie. Ah Hein, oui. Ah bah, désolé pour cet interlude. Voilà. Maintenant que je ne vis plus à Paris, mais en province, j'ai droit à des coupures de courant. Voilà, c'est comme ça. bienvenue à la vie tu vois, des non-parisiens, les C'est ça. provinciaux, comme si on était. Enfin bon, on va pas commencer le. Mm. Mais oui, nous les petits provinciaux, on en a marre qu'on soit tous mis dans le même sac en fait, quoi. C'est Bah, juste tu ça. m'étonnes. Du coup, je sais plus du tout. Ah si, on en était à toi, la philo, Bloodlust, boom. Ouais, et sur le fait que enfin la philo, de toute manière, je pense que les études à la fac, de manière générale, bah, voilà, en gros, c'était très utile pour apprendre à, comment dirais-je, à écrire et à organiser ta pensée, en fait. Et ça, c'est vrai que pour le coup, après, pour le jeu de rôle, ça m'a beaucoup servi, entre autres. Et alors aussi, en dehors du jeu de rôle aussi, moi, j'étais un gros geek jeux vidéo aussi. Beaucoup. Et en fait, bah, l'alignement des deux fait que j'ai fini par devenir testeur de jeux vidéo pour un magazine, en fait. Ah, tu Ça, vas c'était pas déclencher mal. des jalousies, hein, là. Ah, saligo. J'avoue, c'était c'était une période fun. Enfin, pas que, mais c'était dans l'ensemble, c'était quand même très sympa. C'était bon. Après, ça a été aussi la découverte, tu vois, des grosses boîtes entre la France et la Grande-Bretagne et toutes les joies du capitalisme qui vont avec, tu vois. Donc les premières luttes syndicales aussi, donc ça c'était plutôt rigolo aussi. Mais à côté de ça, voilà, c'est très rigolo. Tu vois, tu fais les salons de jeux vidéo. T'arrives au boulot. Le matin, tu dis ah, j'ai mal au pouce, du coup, il faut que je sois en vacances parce que je peux pas jouer, tu vois. Bref, conneries du genre. Mais et ça, alors ça par contre, c'est le travail en presse. Là, du coup, c'était plus l'apprentissage de bah t'as des deadlines à respecter. Juste avant, parce que je trouve sur le jeu vidéo, c'est quand même intéressant que tu en parles. Enfin, toi, Pierre Rosenthal qui a fini quand même chez Blizzard. Il y a Mm. une vieille interview de Fibre Tigre où justement il incitait l'industrie du jeu vidéo à plus faire gaffe aux jeux de rôle parce que bah, on était quand même très gestatif de concept. Mm. Et toi, bah, du coup, vu que tu as été dedans, puis enfin, est-ce que tu trouves qu'il y a une porosité? Est-ce qu'il y a des choses qui de l'un peut influencer l'autre? Il y a, bah, ça, de toute manière, ouais, dès le départ, il y a eu une grosse porosité, en tout cas dans certains genres de jeux. Enfin, tu vois, les RPG, typiquement, voilà. Que ce soit sur console ou sur PC, si tu n'avais pas eu le jeu de rôle avant, ce serait mort. Et même sur des titres plus récents, voilà, un jeu comme Mass Effect aurait pas pu exister, je pense, si la moitié des gens qui avaient bossé à la conception n'étaient pas des gros rôlistes aussi, fondamentalement. T'as quand même beaucoup, enfin, Mike Pondsmith, qui est un type qui après aussi beaucoup bossé après, a bossé pour Microsoft directement, a bossé aussi sur pas mal de jeux vidéo. Après, Ne il y a parle un pas de truc. Cyberpunk pour ceux qui sont perdus dans le Wouzou. Oui, pardon, excusez-moi. Ça peut être important. Et par contre, il y a un truc, alors ça, comment dirais-je, c'est plus en termes d'innovation. Alors autant effectivement, le monde du jeu vidéo peut trouver déjà des univers très complets, très intéressants, et avec une approche qui est intéressante pour les jeux vidéo, qui est que tu n'as pas une histoire préécrite, c'est-à-dire que tu as un joueur qui va venir dedans et qui va foutre son bordel en fait, quoi. Bah, typiquement, le mec qui a écrit Toon, le jeu de rôle Toon, après, c'est lui qui a bossé sur Deus Ex, Warren Spector. Ok. Et Deus Ex, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où c'était la blague à l'époque, c'est quand tu as 4 joueurs de Deus Ex qui se rencontrent, quand ils parlent de leur partie, il y en a aucun qui a fait la même chose. Aucun. Mais par contre, le jeu de rôle, il y a. Alors ça, je sais pas, tu vois, c'est encore au stade de la réflexion pour moi. En termes d'imaginaire, j'ai l'impression que le jeu de rôle est quand même plutôt complètement au bout de la chaîne. C'est-à-dire, c'est pas forcément là, il y a des exceptions, mais c'est pas là forcément où tu vas voir les approches forcément les plus originales. Et pour une raison précise, c'est que, enfin, pour une partie de jeu de rôle, il faut que tous les participants à la table aient un imaginaire en commun. Et si tu as un univers qui est hyper original et tu que le MJ, tu vois, qui le connaît, qui a lu les bouquins, ça peut être compliqué
de créer cet imaginaire commun avec tes joueurs. C'est ce qui fait que les plus grosses réussites, les plus gros cartons en jeu de rôle, c'est des univers qui sont connus, forcément. L'originalité, alors il y en a, hein, il y a plein de titres originaux, c'est pas forcément toujours ceux qui fonctionnent le mieux. Mais ça, tu vois, pour le coup, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'innovation dans les jeux vidéo, surtout actuellement. En jeu de rôle, il y en a aussi, mais c'est moins. Je sais pas, ça me paraît moins intéressant de ce point de vue-là. Même s'il y a, tu vois, il y a encore des gens qui font des choses très, très originales et très intéressantes, mais c'est pas. Voilà, c'est comme les poissons volants, c'est pas la majorité du genre, quoi. Voilà. Mais c'est là où on sont mes réflexions sur le sujet. Je peux être, voilà. Dans les commentaires, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi et je comprendrai tout Déjà, à je fait. suis pas d'accord. Enfin, au sens où toi, une fois que tu fais ton exposé sur le côté au bout de la chaîne, je comprends mieux. Sur le côté imaginaire commun, j'oserais dire objection, mais même, enfin, toi, c'est con, mais un Néphilim. J'ai Mm. initié plein de gens à Néphilim, ils connaissaient pas du tout le fond du jeu, mais le fait de commencer par vous êtes dans notre réalité et il y a des petits trucs magiques, ça aide beaucoup à franchir le pas. Puis enfin voilà, tu joues des pendus, enfin, tu commences déjà avec des humains, Mm. et du coup, bah ouais, l'imaginaire commun, enfin, comment dire, mon argument est faux d'erge parce que l'imaginaire commun, c'est notre réalité et c'est vrai que ça permet d'inscrire les gens. Et un truc radicalement, complètement perché du genre, ouais, je pense que oui, effectivement, tu perds les gens, il y a besoin d'un partage d'imaginaire. Et là où je voulais rebondir, parce que pour l'instant, je parle dans le vent, c'est qu'effectivement, enfin, c'est un des trucs qui me fait un petit peu râler dans notre pratique, c'est qu'au final, ce qui marche le plus, ce qui est le plus vendu, ce qui est mis le plus en avant, c'est le moins innovant. Mais même pas genre, je crache sur les grosses licences, hein, j'en pratique, j'aime bien ça, mais parce que ben, c'est voilà, on a un socle commun, c'est le truc le plus facile à jouer. Tu fais 15 fois plus facilement découvrir du jeu de rôle avec Le Seigneur des Anneaux, boum, vous avez vu les films, c'est facile, vous savez de Ouais. quoi vous jouez, que dans un truc complètement perché où il y a trois pélos qui l'ont inventé dans un village, quoi. Ouais, c'est le plus petit dénominateur commun. Alors Mm. après, bon, du coup, tu vois, c'est digression sur digression, mais après, sur le principe des financements participatifs, je pense que ça a pu permettre aussi à des projets, tu vois, un peu plus originaux, éventuellement d'exister, de trouver un public qu'ils auraient peut-être pas pu trouver autrement, quoi. Mais ouais, enfin, tu vois, je pense à un jeu, je crois que c'était Arkeia Press, un jeu qui s'appelait Noumenon, où en gros tu jouais un cafard humanoïde, tu vois, dans une maison infinie dans lesquelles tu tombais que sur des trucs hyper chelous et qui se jouaient avec des dominos. Alors tu vois, l'idée était géniale. Vendre ça à tes joueurs, ça peut être un peu tendu, quoi. Ouais, ouais. Voilà, ou un jeu par contre, un univers que j'avais vraiment que j'avais adoré pour le coup, qui était Tribe 8. Le livre de base avait été traduit à un moment par le 7e cercle, mais la gamme anglo-saxonne était vraiment super. Et là, c'est pareil, j'avais un peu galéré pour mettre mes joueurs dedans, parce que ça te décrit une société, alors tu joues quand même des humains, donc ça va à peu près, mais ça te décrit une société qui est tellement différente de la nôtre. Et un univers, c'était quand même sur Terre, c'était du post-apo, Tribate, mais c'était tellement chelou, c'était pareil, c'était pas évident à vendre. Alors que comme tu dis, tu vas voir tes joueurs, tu fais, bon, toi t'es Gandalf, toi t'es Legolas, et puis toi t'es Conan, allez, roule ma poule, initiative, bon, voilà quoi. C'est Alors, quand même. à contrario, Tribe 8 a vraiment, enfin, toi, des gros fans et il est reconnu comme un truc ultra créatif. Enfin, les Fatima, c'est pas. Quand tu tombes sur un ancien joueur, tu peux repartir sur 3 heures de blabla. Enfin, c'est un background génial. C'est clair, mais tu vois, il y a plein de. Alors après, je connais pas leur chiffre de vente, donc tu vois, si ça se trouve, ça a très très bien fonctionné, je sais pas du tout. Mais c'est rarement des gros succès commerciaux qui sont très reconnus, quoi. Parce que c'est pareil, il y avait un univers, bon, j'accrochais un peu moins, mais même en termes d'originalité, qui était pas mal et qui commençait à remonter un moment, c'était Skyrims of Jorun, qui était une espèce de truc de science-fantasy un peu barré. Et c'est pareil, enfin, faut le vendre à ta table. En plus, le système était un peu chelou aussi par-dessus le marché. Donc, tu as des univers comme ça qui offrent pas forcément des portes d'entrée faciles. Et c'est vrai qu'au bout du compte, bah, ce qui va compter, c'est le plus petit dénominateur commun. Et Mais du ça, coup, bon, après, on peut parler de ça par rapport à Tranchon et Tracon, par rapport ah, aux mécaniques et tout. Enfin, tu viens voilà. de me piquer la transition, j'allais Ouais. venir dessus. Mais effectivement, est-ce que tu penses, bah, grâce à Tranchon et Dragon, Dragon, putain, enfin, bon, on s'en fout, tout le monde a compris. Est-ce que tu penses que tu peux justement amener sur des choses un peu plus tranchées si, putain, voilà, t'as un goulet, quoi.
Et effectivement, bah, T&T faisant tellement du D&D référence slash, est-ce que tu penses que tu peux amener des gens avec un... Bah, toi, tu pars d'un gros dénominateur commun et puis tu les aiguilles sur un truc plus spécifique et plus tranché. Ouais, complètement. Alors ça, pour le coup, c'est une technique. Enfin, je sais que c'est un truc qui m'avait marqué, qui venait plutôt du cinéma. C'était Ridley Scott quand il parlait d'Alien, en fait. Et il expliquait, il fait, bon, bah mon truc, ça va être un truc de science-fiction avec un monstre dans l'espace, mais à l'époque, c'était quand même pas si répandu que ça, même s'il y avait déjà eu Star Wars et compagnie. Et pour lui, le truc, c'était, bah, comment je fais pour vendre ça au public? C'est-à-dire, les gens, ils sont dans la salle, ils voient ce truc-là. Comment est-ce que je fais pour les accrocher tout de suite? Il dit, bah, voilà, je vois des mecs qui s'engueulent pour des questions de salaire, pour des questions de bonus. Il y a des placards avec des posters de femmes à poil et c'est les routiers de l'espace, en fait. Ça leur fait une porte d'entrée. Il fait, ah ouais, non, mais en fait, ça va, c'est une situation plutôt claire. Et Tranchon et Tracon, le truc, c'est que je voulais à l'époque, bah, vu que voilà, j'avais beaucoup fréquenté la Forge et puis après les forums Story Games, je voulais introduire pas mal de mécaniques que j'avais vues là-dedans, mais en même temps, je voulais pas faire peur aux gens, tu vois. Alors putain, c'est quoi ces mécaniques hyper cheloues Et du coup, je me suis dit, bah là, pour le coup, je vais plutôt opter pour un univers à mettre fan, parce que ça, c'est rassurant, tu vois, tu as tes références, tu vois un peu qui fait quoi, etc. Et du coup, en utilisant cet univers-là, j'en ai profité pour introduire des règles un peu plus, enfin à l'époque en tout cas, qui étaient un peu différentes de ce qui se faisait à l'époque. Et je pense que du coup aussi, ce que tu disais, tu peux faire l'inverse. Et d'ailleurs, ça a plus ou moins déjà été fait. Tu vois, TSR, Donjons et Dragons, deuxième édition, ils ont fait Planescape. Ouais. Et ça, je trouve ça pas mal, parce que tu as ce côté, ah oui, bah ça, c'est Donjons et Dragons, j'ai mon elfe, j'ai mon guerrier, j'ai mon paladin. Ouais, bienvenue à Sigil. Il se passe quoi ici? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout à fait comme les Royaumes oubliés. Non, pas vraiment, non. Et c'était donc j'aime bien comment tu peux un peu utiliser l'un pour introduire l'autre et inversement. Et je pense que c'est un pari risqué de te dire je vais être original sur les deux tableaux. Ça peut fonctionner, hein, tu vois, mais c'est plus risqué, fatalement. Donc voilà. Et sinon, Tranchon et Tracon. Bah oui, Tranchon et Tracon. Enfin, tu avais parlé de 10 000. 10 000, c'était vraiment aussi. Il a sa petite importance parce que donc la forge, j'en parlais un peu sur la fiche du grog. 10 000, j'aide tous les gens qui connaissent pas par cœur Ah ta oui, ludographie. Alors, 10 000, c'est son premier jeu, sa première culpabilité. c'est Et ça. c'est aussi la première fois, hop, comme ça, qui me permet d'introduire un de mes futurs sujets, Hum, où on voit ta petite passion pour le style historique, les hum, périodes peu exploitées et la guéguerre. Donc voilà, hum. je t'en prie, je te rends la main. Non, non, non. Il y a. Alors effectivement, donc 10 000 en fait. Donc à l'époque, donc la forge, les forums sur game. Donc la forge aussi, pareil pour ceux qui connaissent pas forcément, mais c'était un gros gros forum où il y a bon, la plupart des gros auteurs indés américains sont sortis de là, quoi. Vincent Baker, l'auteur d'Apocalypse World, Ben Lehman, le mec de Polaris, pas celui sous l'eau, l'autre. Euh, le gars de Burning Wheel aussi, qui a fait Burning Wheel, Burning Empires et compagnie. Enfin, c'était hyper riche. Et ce que j'aimais beaucoup à l'époque, c'est que donc les mecs avaient pas mal de théories, qui la plupart en sont revenus. Enfin, je veux dire, typiquement, tu vois, le partage entre ludistes, narrativistes, c'est complètement pété. Ça n'a absolument aucun sens, en fait. Mais bon, ça leur permettait, vu qu'il n'y avait rien de toute manière pour réfléchir à ces trucs-là. Et ce que j'aimais bien à l'époque, c'est que pour répondre aux questions de game design qu'ils avaient, ils ne faisaient pas des posts de 20 mètres de long. Ils disent, bah, pour répondre à cette question de game design, bah, je vais écrire un jeu, en fait. Et pour chaque question, ils avaient, par exemple, ça j'en parle souvent, mais Vincent Baker, lui, il avait beaucoup de questions par rapport à Donjons et Dragons, en fait. Parce que pour lui, enfin, pour tous les gens de la Forge, Donjons et Dragons, c'était un incontournable, en fait. Et typiquement, bah, voilà, tiens, bah, les classes de jeu, c'est rigolo, mais les classes de personnages, je veux dire, les classes de personnages, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bah, tu finis par te retrouver à Apocalypse World et les fiches de perso qui sont une évolution, une direction dans laquelle il a fait partir l'idée des classes de personnages, quoi, qui était hyper intéressante. Ou sinon des thématiques. Enfin voilà, si t'es dans la pampa à te dire que tu vas dispenser la justice partout où tu vas, qu'est-ce que ça peut vraiment donner? Du coup, il a fait Dogs in the Vineyard.
Donc c'était vraiment chouette et il y avait vraiment ce côté, écoutez, maintenant il y a plein d'outils, vous êtes indépendant, vous voulez écrire un jeu, lancez-vous en fait. Il y a plus vraiment d'obstacles. À l'époque, c'était les débuts de l'impression à la demande avec Lulu. Donc c'était hyper important parce que du coup, en tant qu'auteur indépendant, tu pouvais publier ton jeu sans vendre un rein, tu vois, ou le rein d'un de tes neveux ou de tes nièces. Tu pouvais un peu te lancer dans cette aventure-là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'était chouette. On Après, trouve effectivement, une utilité à nos enfants. oui, voilà, quand même, c'est important. Les pièces détachées, c'est important. Pardon. Excusez-moi, pardon. Les familles, tout ça. Désolé. Donc oui, effectivement, pour l'indé, ça a vraiment révolutionné l'impression. Donc non, mais en plus, je voulais pas couper le sujet parce que c'est super important. Parce que bah, les livres de l'ours aussi, je pense, ça t'a permis de rentrer dedans grâce à la libre impression. Ouais. Donc je t'en prie, hein, continuons dessus. C'est vraiment, c'est Non, un peu aussi le nerf de la bataille pour les indés. Donc ferme ouais, boucle. ouais, clairement, parce qu'en termes de distribution, c'est pas, enfin, tu vois, j'ai pas de stock à gérer, je m'occupe pas des envois, franchement, c'était vraiment, enfin, tu vois, c'est pas comme l'époque où je me souviens plus de l'auteur, tu vois, le type qui avait sorti les casés, je pense que, ouais, il a dû hypothéquer sa baraque pour sortir ses bouquins, je pense. Ça, c'est un truc d'ailleurs, je pense, parce que pour nous, c'est une évidence, mais le rôliste, juste rôliste, il ne doit pas se rendre compte du coût que ça prend, les frais de distribution. Pour faire distribuer un jeu, t'en auras entre 35 et 45% de tes marges qui vont se faire bouffer rien que pour la distribution, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors là, c'est vrai qu'avec, tu vois, avec Lulu, tu mets ton bouquin en ligne et 80% des bénéfices, c'est pour toi, quoi. Mm. Donc, vu que c'est, comment dirais-je, une activité qui est un peu chronophage, si tu as au moins un petit retour sur investissement, c'est quand même pas si mal. Et après, alors effectivement, oui, 10 000, alors oui, parce que j'avais lu forcément l'anabase de Xénophon quand j'étais à la fac pour péter le style. Et surtout, bah, comme d'habitude, c'est alors qu'est-ce qui pourrait me servir d'inspiration pour les jeux de rôle? Et oui, j'avais trouvé ça intéressant. Alors effectivement, la guéguerre, bah ça c'est un peu, ouais, c'est effectivement pas innocent, mais à la fin, juste après, après ma licence de philo, j'ai été obligé de faire mon service militaire. Voilà, j'ai pas pu esquiver. Donc voilà, je me suis retrouvé, voilà, je me suis retrouvé chasseur alpin, compagnie de combat, tu vois. Je sais pas skier, je sais pas faire de l'escalade, c'est pas grave. Ok, d'accord. Tu vois, voilà. Après, t'arrives, tu fais, mais c'est le chant de la compagnie là. Pourquoi le refrain il est en allemand? Ah, mais c'est un chant de l'Africa Corps. Ah, ouais, donc vous êtes tous des putains de fachos de merde en plus, c'est sympa. Voilà. Après, en plus, je me suis retrouvé, enfin, je me suis retrouvé là pour le coup. Enfin, je me suis dit, j'allais tellement me faire chier. Ils m'ont dit, oui, si vous voulez être volontaire, vous pouvez partir casque bleu en ex-Yougoslavie. Je fais, bon, bah, ma foi, ok, j'y vais, quoi. Tant pis. Donc là, j'étais brancardier. Donc, c'est pas forcément mes meilleurs souvenirs. Donc, Ouais, ouais, alors pour tous les jeunes, enfin, la Yugo, ça a marqué pas mal de gens de notre génération. Voilà, ouais, on va le ouais, faire sauf. clairement, il y a eu, voilà. Ouais, et du coup, sur place, voilà, sur place, franchement, c'était moche, quoi. Et du coup, bah, après, quand je suis revenu, jusqu'à maintenant encore, j'ai beaucoup de réflexions autour de la guerre et comment tu racontes la guerre dans un jeu de rôle, notamment. C'est très intéressant. Et petit à petit, bon, moi, j'en suis maintenant vraiment, tu vois, un moment où il faut, comment dirais-je? Enfin, ça va nous faire partir sur un autre sujet, donc je ne vais pas digresser trop longtemps, mais bah, il y a beaucoup de vaches sacrées à tuer, tu vois, sur l'héroïsme, le sacrifice, et quelque part, je suis désolé de le dire, mais toutes ces conneries qui font qu'on va continuer à pousser des gens dans la machine à broyer, quoi. Et ça, c'est surtout, en fait, Shell Shock. J'avais écrit Shell Shock, ça pour le coup, j'étais sorti de mon service de cette expérience-là et je voulais en parler. Et bah, je sais pas dessiner, je sais pas écrire de romans. Et par contre, je commençais à écrire des jeux de rôle. Bah, je me dis, je vais essayer de rendre un peu, en tout cas mon expérience de l'époque, par le biais d'un jeu de rôle. Et vraiment, je l'ai fait pour ça, parce que je savais que c'est un jeu qui parlerait à, tu vois, 3 personnes, quoi.
Tu vois, Shell Shock, s'il s'est vendu à 50 exemplaires, je pense que c'est le bout du monde. Tous les gens qui l'ont lu l'ont dit, c'est « Ah non, mais c'est trop déprimant, c'est pas possible. » quoi. Mais, enfin, bref, voilà. Donc, il y a toujours eu effectivement une espèce de... Alors, pas une fascination, parce que ce serait malsain, mais une espèce de truc où petit à petit, j'essaye dans mes jeux de tordre le cou à ma manière voilà, des mensonges de l'héroïsme, en fait. Et de tout ce qu'on a lié à ça. Je voulais juste placer le merveilleux roman d'Aloès Rien de Nouveau, hein, d'Heinrich Remarque, qui est, voilà, Voilà, qui il y met a des ça. bonnes cartes. Et un autre roman de Remarque que je conseille beaucoup aussi, c'est Après, je crois, il me semble le titre, où il revient, où le personnage revient en Allemagne avec tous ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, qui est ouais, qui pique bien là où ça fait mal. Mais d'ailleurs, toi qui as fait de la philo et à nos autres auditeurs, je vous recommande une chaîne YouTube qui s'appelle Like Stories of Old, où le type fait de la, enfin, est très axé sur le cinéma, mais à chaque fois l'aborde par des thématiques particulières. Et bah, il en a fait un sur la guerre. Et justement, alors, c'est pareil, comment tu racontes la guerre au cinéma sans en faire l'apologie. Et du coup, pour moi, tu vois, comment est-ce que tu en parles en jeu de rôle sans en faire l'apologie non plus? Et c'est très compliqué. C'est très compliqué, tu vois. Enfin, des vrais films anti-guerre, moi, j'en connais 2, tu vois. Pas plus, quoi. Ouais, c'est Croix de fer de Peckinpah et Requiem pour un massacre, qui est un film ukrainien qui est juste te tord bien les tripes, mais en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose. Tu vois, même un film comme Le Soldat Ryan, tu vois, bon voilà, t'as le drapeau américain et à la fin, tout le monde meurt, tout le monde te sacrifie, mais quand même, ça a servi à quelque chose. Ouais, ok. Le problème, c'est que les gens d'en face pensaient la même chose, donc au bout d'un moment, ça s'arrêtera pas, quoi. Enfin voilà, fin de la parenthèse sur le sujet, mais voilà, c'est ce qui fait que ouais, c'est une thématique que j'aborde relativement régulièrement et sur laquelle je continue à réfléchir, en fait. Voilà. Non, mais faut le temps que mon cerveau passe à autre chose, parce que c'est pareil, enfin, pas Hum, mal d'envie de dire des choses sur la question, qui est qui est une vraie question, hein, puis, hum. voilà, chaque mort, c'est la fin d'un monde, et puis ouais, voilà. Hop, on va laisser la philo, puis on va pas déprimer toute la journée, C'est mais ça. la guerre, c'est pas une sinécure. C'est bien du malheur. Ouais. Bah alors du coup, sans transition, je vais proposer complètement autre chose d'histoire. Tiens, hop hop, quel sujet on va piocher? Allez, un truc où j'aurai de l'enthousiasme. Bol, t'as bossé dessus. Barbarian of Lemuria, voilà, le moment où on est des grands beaux gosses virils, puis qu'on va botter des culs voilà. Ah, Qui mais n'a pas clair, aimé Bol? mais ça, c'est pareil, c'était un peu la même époque que La Forge, tout ça et compagnie. Il y avait un site qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelait, je crois, enfin, en gros, c'était 1 millier de singes et puis 1 millier de machines à écrire. Et en gros, les gens postaient juste leurs jeux gratuitement, des petits jeux de rôle qu'ils faisaient, quoi. Bah, genre Dungeon Squad, que j'ai traduit il n'y a pas longtemps, avait été posté là-dessus. Et il y avait donc Simon Washburn qui avait posté Bol à l'époque, parce que c'était un jeu gratos. J'étais tombé sur ce truc, je me suis dit, putain, mais c'est génial! C'est génial ce truc. Et bah voilà, petit à petit, je l'ai contacté, etc. Vu que j'avais déjà bossé avec Grumpf sur Tranchon et Tracon, tu vois, genre, bah, ça te tenterait pas et tout. Donc voilà, j'ai fait la trad, lui, il a fait vraiment des chouettes illustrations, ça me faisait vraiment penser à... Il y avait un américain, un forumiste américain, le mec qui gérait les forums Story Games, il trouvait que le Grumpf, c'était le Hanna-Barbera du jeu de rôle, tu vois. Et c'est vrai que la version, alors là, la nouvelle version qui est sortie avec les illus d'Emmanuel Roudier, enfin, elle déchire sa maman. Mais j'ai toujours beaucoup d'affection pour le trait du Grumpf, pardon, qu'il a dans cette première édition de Barbarians of Lemuria. On dirait pratiquement qu'il a fait des études pour un dessin animé, tu vois, pour un dessin animé Barbarians of Lemuria. Donc Il y a un ça, ouais, côté c'était détective. chouette, c'était une chouette expérience, quoi. Et il y avait en plus un côté quand j'avais lu, parce que tu vois, il y avait aussi le côté si on continue, tu vois, à parler de ma trajectoire ludique, donc tu vois, La Forge, Story Games, essayer beaucoup de jeux différents avec des mécaniques différentes, etc. Déjà, j'étais tombé sur Barbarians of Lemuria et le mec, c'était oui, alors j'ai eu 2, 3 idées pour que ce soit rigolo, mais bon, bah, prenez vos D6, mettez-vous à la table et on va jouer, quoi.
Et c'est vrai que tu vois, après, j'ai bien passé, tu vois, 4-5 ans avec. J'avais un groupe de joueurs sur Paris qui était pareil, très friands de nouveautés, d'essayer des nouveaux trucs, etc. On a vraiment essayé pas mal de choses. Mais comment dire, j'ai eu une révélation après, c'était pour des potes, il m'a dit ouais, tu veux pas nous faire pour un autre groupe de joueurs, ouais, une petite campagne à la cool, je crois, et c'était Savage Worlds et c'était 50 Fathoms, ce qui est une espèce de campagne, enfin voilà, médiéval fantastique qui se passe sur la mer et tout. Et j'ai un peu une espèce de petite révélation, c'est-à-dire la Forge, etc. Tous ces jeux auxquels j'avais joué, c'était très intéressant, ça m'a appris beaucoup de choses. On en reparlera par rapport à ta vidéo, tu vois, apprentissage ou évasion pour la narration. Et il y avait vraiment ce côté quand j'ai fait jouer cette campagne. Tu vois, je fais ah ouais, mais fondamentalement, moi, quand je me mets à la table de jeu de rôle avec mes potes, c'est pour m'amuser en fait, quoi. Et cette espèce de truc, alors la théorie, essayer plein de trucs et tout, c'est bien. Mais à titre personnel, je dis pas qu'il y a un truc, c'est bien, il faut faire comme ça, et l'autre, c'est pas bien, il faut l'éviter absolument. Je supporte pas les gens qui disent que parler de théorie en jeu de rôle, c'est se branler la nouille. C'est pas vrai. On a le droit de réfléchir à son activité, on n'est pas des bœufs, quoi. Et de la même manière, ceux qui disent, bah, si tout ce que tu fais, c'est jouer à Donjons et Dragons, bah, laisse-moi te dire que tu n'es pas très intelligent. Enfin, bon, bref. Voilà, je pense que la plupart des gens réfléchissent pas comme ça. De toute manière, tu as toujours un ou deux trolls sur Internet qui va te sortir ça, mais bon, dans l'ensemble, je pense pas que ce soit représentatif des rôlistes. Mais du coup, ouais, il y avait vraiment ce côté où, en termes ludiques, j'étais là, je fais, ouais, mais bon, ce qui compte quand même avant tout, c'est que les gens s'amusent autour de la table, quoi. C'est sûr qu'au début, quand tu traînes uniquement sur les mêmes formes avec les mêmes gens, tu vois, c'est ah ouais, mais ce que tu as fait, c'est hyper novateur, c'est cool, c'est sympa et tout, et puis tu essaies 40 jeux dans la semaine. Mais après, au bout du compte, tu vois, t'as ta table, t'es avec tes potes et tu. Enfin, t'es pas là pour faire une séance de brainstorming en game design, quoi. Tu vois, tu veux lancer des dés, tu veux t'amuser, tu veux vivre des aventures. Voilà. Il y a ça aussi, c'est un truc. Ça m'a remis ça en tête, en fait. Et ça, c'était. Et ça, c'était pas inintéressant. Sans renier du tout ce que j'avais fait avant, parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Euh, Parce qu'il y a plein de questions qu'on ne s'était pas posées à l'époque. Et c'était ça qui était bien avec La Forge, c'est que, oui, d'accord, le jeu de rôle, on y joue comme ça, mais voilà, l'autorité partagée, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y aurait forcément un MJ et des joueurs? Est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Euh, Quelle activité est-ce qu'on met en avant dans notre jeu, etc. Enfin, il y avait vraiment plein de questions. Et les questions, enfin, se poser des questions, généralement, c'est plutôt une bonne chose. Après, on trouve ses propres réponses. Mais enfin, généralement, c'est plutôt sain, quoi, en fait, de pas trop, comment dirais-je, de pas trop s'encrouter, fondamentalement. Enfin, en tout cas, quand tu te dis, bah, je veux faire un peu de game design et je veux créer mes jeux, mais je pense que même en tant que joueur et que MJ, tu vois, si de temps en temps, tu as un groupe, tu joues toujours au même jeu et c'est pas un problème, mais je pense que de temps en temps, tu vois, s'il y en a un qui fait, vous voulez pas qu'on fasse une partie de ça, juste une partie pour voir, je pense que enfin, c'est bon pour le cerveau, quoi. Voilà. Je sais pas si C'est je un suis peu très clair. Ah si, t'es clair. Puis du coup, il va falloir que je fasse une sélection dans tout ce que j'ai noté. Parce qu'on partait de Ball, on a à peine touché le game design. Ça me donne envie de parler des cartes du destin. Et puis du coup, d'arriver sur le sujet, le game design, et puis sa surimportance. Ah putain, je parle même plus français. Mais voilà, je sais que tu as te positionner là-dessus. Tu nous as reposé le Grumpf, puis des fois, bah, il va pas aimer ce qu'il aime pas qu'on le sacralise, mais je trouve qu'il a un côté pape du jeu de rôle, tout simplement, parce qu'à la première personne qui est passée sur cette chaîne pour dire que ça sert à rien de se branler la nouille à créer des immenses mondes ou des immenses règles si c'est pas pour les utiliser à ta vraie table avec des vrais gens. C'était un petit peu une perte de temps. Donc, pas du tout que le Grumpf ait dit que c'était débile de réfléchir. Oui, on Mm, réfléchit pour ce qui est utile autour de la table. mm. Enfin voilà, il a cadré et canalisé le truc vraiment bien. On va arrêter de tout le temps lui rendre hommage à lui. Sale Grumpf. Tiens, voilà. Et puis voilà. Donc je sais pas, ce qui te convient, parce que du coup, tu as ouvert tellement de portes là, entre le côté pratico-pratique, l'important au final, c'est qu'on joue. Puis du coup, bah là, tu rouvres sur ma vidéo, refuge, Mm. apprentissage, et au final, où c'est qu'on se positionne. Et je suis complètement d'accord, hein, c'est une réponse perso. Puis tant que tu génères du bien à table et un bon moment avec tes potes, je crois que tu as répondu.
C'est ça. Ou alors les mécaniques. Allez, on va sur le game design parce que je sais que tu avais des choses à dire. Donc, allez sur le game design, justement, avec tes jeux. Et si on se bouffe toutes tes fiches grog, des réactions des gens, machin, des points qui t'est le plus souligné, c'est ton côté créatif sur des game design qui sont souples et utilitaires à table. Enfin, là, je pense à tous les jeux. Enfin, par exemple, les commentaires sur Tricia, ça, j'arrive pas à parler. Tricia, c'est vraiment pour. Le côté, enfin, ah putain, mais je perds mes mots à un point. Into the Dark, j'ai trouvé que c'était vraiment justement une mécanique très fluide et que c'est pas du tout évident sur le transhumain. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça plus fluide que le transhumanisme qui était proposé par Fate, qui était déjà quelque chose de très fluide et puis d'assez beau. Et puis voilà, donc je ferme ma bouche en fait. Toi, le game design, cette étiquette qu'on te colle de game designer, et puis au final, comment toi tu te ressens par rapport à tout ça? Bah, tu vois, pour rebondir sur Into the Dark par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure tu vois, sur comment tu crées ta porte d'entrée, est-ce que ça va être l'univers ou est-ce que ça va être la simplicité des règles? Bah, typiquement, Into the Dark, tu as des univers qui sont relativement complexes. Et du coup, pour la porte d'entrée, je voulais un système simple, en fait. Pour du coup pouvoir explorer toute la complexité des univers, mais en te prenant la tête le moins possible sur les règles. Ensuite, alors, oui, game design, il y a effectivement pas mal de choses à dire. Mais c'est pareil, parce que c'est encore des choses, tu vois, auxquelles je suis en train de réfléchir aussi. Tu vois, par exemple, le fait de se recentrer sur le pratico-pratique. Un mec qui fait ça très bien aussi en jeu de rôle, c'est un type qui s'appelle Chris McDowell, qui a écrit Into the Hood, qui a été traduit par les 12 singes, et Electric Bastion, qui est un type qui est très très bon pour te faire, tu vois, sur une page, tu as, genre 4 colonnes, et avec des bullet points, il va te répondre, voilà, telle problématique c'est comme ça, prépare une partie c'est comme ça, etc. Et en même temps, c'est très efficace et c'est bien. Et après, c'est une question que je me pose, tu vois. Je pense qu'il y a un truc que la plupart des rôlistes ont en commun, ou en tout cas, à mon avis, 99% des maîtres du jeu, c'est qu'on aime lire, en fait. On est des gros lecteurs. Et le truc aussi, la raison pour laquelle aussi on continue à avoir des bouquins de 350 pages, dans lesquels effectivement tout ne va pas servir, dans lesquels il y aura des trucs inutiles, mais parce qu'il y a le plaisir de la lecture aussi, et le plaisir de la découverte. Et je pense que si on part du principe que non, non, c'est tout ce qu'on va mettre dans le bouquin, c'est uniquement ce qui va servir à la table, je me pose la question, hein, j'ai pas de réponse, mais je me demande si on risque pas d'appauvrir, en fait, nos univers parce que cette espèce de côté, tu vois, j'ai une espèce de petit, voilà, parce que je suis un sale islamo-gauchiste de merde, mais tu vois, si on réduit tout à ce qui doit être utile ou pas, je trouve ça un peu dommage. Quelque Je part, vais c'est faire des bien. choses. Enfin, pour donner, je te refile la main, mais pour ceux qui ne savent pas, dans Into the Hood, un des reproches des gens qui. C'est un jeu qui est vachement reconnu, mais de temps en temps, on a des gens qui n'aiment pas et qui vont pointer quelque chose qui est réel dans Into the Hood, c'est qu'il y a un côté très tableau. Voilà, tu es sur Ouais, des tableaux qui peuvent être très froids. Et si certains, qui ont un imaginaire follement débridé, une seule phrase va leur faire waouh, j'ai 15 millions d'idées, bah, d'autres, ils font ouais, c'est qu'une phrase à la con, qu'est-ce que j'en fais? c'est ça, exactement. Et ça là-dessus, enfin, il y aura toujours des déçus d'un côté ou de l'autre, en fait, de toute manière. C'est un équilibre qui est pratiquement impossible à trouver. Parce que, oui, effectivement, comme tu dis, moi, c'est vrai que je fais plutôt partie des gens où. Enfin, tu vois, que je sais que quand j'avais sorti Tranchon et Tracon, les gens m'ont dit, mais quand est-ce que tu sors des aventures? Tu vois, moi, j'avais le côté, mais il y a tous les outils dans le bouquin pour les faire, les aventures. Pas faire votre boulot non plus, bande de feignasses. Tu vois. Et en même temps, je comprends tout à fait. Après, là, tu fais, il y a des gens, ils n'ont pas le temps. C'est même pas qu'ils n'ont pas envie, c'est que juste ils ont pas le temps nécessaire pour s'occuper de ça, ou ils n'ont pas envie, ils ont d'autres activités. Et pour eux, voilà, ils se disent, bah voilà, un Adventure Pass à la Pathfinder où j'ai tous les détails, même la couleur du caleçon du barman, bah ça me va en fait. Ça me rassure. Et du coup, bah, c'est pareil, ouais, il n'y a pas de réponse absolue. Et du coup, par contre, c'est rigolo de se dire comment un peu explorer
comment on peut explorer tout ça. Mais c'est vrai que ouais, si un manuel de jeu de rôle, c'est qu'une série de bullet points et de tableaux, je sais qu'en fait, ça va me faire chier, en fait. Ça va me faire... Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un bouquin que je vais avoir du plaisir à lire, justement. Et il y a un équilibre qui, effectivement, pour le coup, est vraiment pas facile à trouver. Et sur lequel, bah, du coup, moi, je me pose encore pas mal de questions. Et pour revenir à ta vraie question originale, parce que j'ai encore digressé comme un salopard, qui était le game design. Alors, le game design, il y a... comment dirais-je? En même temps, c'est effectivement très important, tu vois. Généralement, je fais des systèmes plutôt simples et succincts. Mais bon, je me pose quand même pas mal de questions. Comment je veux modéliser tel truc, enfin, tel élément du jeu plutôt que tel autre. Comment est-ce que je peux créer de la tension à la table avec peut-être une mécanique, etc. Je me prends la tête. Mais le truc, c'est que c'est assez paradoxal en fait. C'est qu'en même temps, quand tu écris un jeu, c'est très important. Mais en même temps, il faut jamais oublier que fondamentalement, ça n'a pas tant d'importance que ça en fait. C'est, comment dirais-je, c'était un YouTuber américain qui s'appelle Matt Colville, qui fait plutôt des vidéos sur Donjons et Dragons. Mais il l'avait dit, il l'avait dit de façon, comment dirais-je, de façon intéressante. Tu vois, par exemple, je prends, je sais pas, Monterey d'Univers. Là. Ça, c'est pas un jeu de rôle, ça. Ça, c'est un livre. Le jeu de rôle, c'est ce qui se passe à la table. Car si je vous montre, enfin, tu vois, si je vous montre une recette de gâteau au chocolat, c'est pas un gâteau au chocolat. Voilà. Et le truc, c'est que le game design, il y a toujours le risque de. Pardon, je reviens à l'image. Il y a toujours l'idée de se dire, tu vois, genre, ah bah voilà, on a étudié toutes les recettes de gâteaux au chocolat, il y a eu des études universitaires faites par des nutritionnistes, et la bonne quantité de sucre, c'est 50 grammes de sucre roux, pas plus, pas moins. Et tu as des gens qui vont te dire, bah non, moi je mets plus de sucre, moi. Et je vous emmerde parce que moi, mon gâteau, je l'aime comme ça. Et tu as d'autres gens qui vont te dire, bah moi, le sucre, je le remplace par du Nesquik. Et toi, tu vas être là, tu fais, mais vous êtes complètement fou, ça va être dégueulasse. Ouais, mais moi, je l'aime comme ça, en fait. Et voilà, faut jamais oublier que voilà notre jeu, etc. On s'est pris la tête dessus pour l'écrire, pour faire du game design. Mais après, les gens en font ce qu'ils veulent, en fait. Et j'ai l'impression, alors après, tu vois, ça pour le coup, c'est un raisonnement qui, tu vois, que je sors d'un petit nuage, parce que j'en sais rien, tu vois, avoir des statistiques dans le domaine du jeu de rôle, c'est quasi impossible. Mais voilà, à force de parler avec des gens, tu sens que quand les gens jouent, tout ça est assez secondaire en fait. Pour eux, à partir du moment où ils s'amusent à leur table, où ça fonctionne, où ils s'amusent bien, tu peux avoir le système le plus pété du monde, tu as quand même des gens qui vont s'amuser avec, quoi. Tu vas toujours trouver des gens qui vont te dire, mais moi, Rollmaster, j'adore. Je m'éclate avec Rollmaster. T'as des gens qui vont te dire, j'ai joué à Arg. Le système de Rollmaster, il est mauvais. Hein. Si vous voulez, j'ai son adresse. Mais il y a plein de gens qui s'amusent. Comment dirais-je? Les gens ne cherchent pas le meilleur système de jeu. Les gens cherchent un jeu avec lequel ils veulent s'amuser. Toi, en tant que game designer, tu as envie de créer le meilleur système de jeu pour ton jeu. Mais les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Eux, ils veulent un jeu avec lequel ils s'amusent. Mais du coup, tu comprends pas mieux, avec tes propres propos, la demande pour Tranchement et Tracon d'avoir des scénarios, parce qu'au final, ce qui va nous faire vivre le jeu de rôle, ça va être le scénar. Si, je te dis, après, du coup, après, tu vois, forcément, tu réfléchis un tout petit peu, mais c'est rigolo parce que je suis tombé sur, tu vois, des vieilles, un bouquin là qui s'appelle Playing at the World de John Peterson, où le mec a fait un travail universitaire, en gros, sur l'historique de Donjons et Dragons, en fait. Mais sur la création des règles, en plus. Et il y a un passage assez drôle où, en gros, voilà, ils avaient sorti leur jeu là, en 74-75, et puis les mecs leur font, bah, vas-y, file-nous des suppléments. Et il y avait une réponse assez drôle de Gigax, je crois. Alors, je sais plus, c'était peut-être pas Dragon encore, mais bref. Sa réponse c'était, mais enfin, dans quelle mesure, enfin, comment dirais-je, quelle partie de votre imaginaire, quelle partie du travail de votre imaginaire on doit faire pour vous, en fait? Parce que pour lui, tu vois, il avait sorti le jeu, c'était bon, t'avais besoin de rien d'autre, tu faisais ta sauce, quoi. Et les gens lui demandaient des trucs.
Et c'est vrai que du coup, moi, je me suis retrouvé dans la même situation. Et tu fais, bah oui, non, effectivement, il y a, voilà, les gens n'ont pas le temps, ou pas envie, ou pas la possibilité. Ou parfois aussi, il y a des genres qui sont pas forcément évidents à prendre en main. Et c'est bien d'avoir des scénarios, ou des aventures, ou des campagnes qui te servent quelque part un peu d'exemple pour pouvoir te mettre dans l'ambiance aussi. Ça, c'est un truc que j'avais compris avec un jeu de rôle de Cubicle 7, La Laverie, mais donc pas l'édition française, l'édition originale anglaise. Et le premier recueil de scénarios qui était sorti pour le jeu, qui est écrit par un type qui s'appelle Gareth Ryder Hanrahan, qui est juste, à mon avis, le meilleur auteur d'aventure en JDR actuellement, vraiment. Enfin, il a fait la grosse campagne pour l'anneau unique. Enfin, il a écrit vraiment pour plein de jeux de rôle. Et bref, pour la laverie, il avait écrit tout un ensemble de scénarios où il arrivait, c'est son grand talent d'ailleurs, où il arrivait à rendre l'ambiance du jeu et des romans en fait. C'est qu'à la fois c'est hyper sombre, hyper noir, hyper glauque, et en même temps c'est drôle. Et c'est un équilibre, quand tu sais pas faire au début, c'est un peu tendu. Alors quand on te propose un scénario, on te fait, ah bah regardez, ça fonctionne comme ça en fait, et tu fais, ah, bah ça va, c'est pas si pire. Donc oui, non, je comprends tout à fait la demande. C'est pour ça qu'un jeu comme Street Chat, c'est le premier jeu pour lequel j'ai commencé à sortir des suppléments en fait, quoi. Et beaucoup d'ailleurs. Enfin, Ouais. beaucoup. Oh, pas beaucoup, j'en ai sorti que deux, hein. Là, j'en ai un troisième à faire. Bon, alors après, tu vois, ça c'est pour retomber sur les idées de game design. Les suppléments pour Street Chat, ils me servent de prétexte pour explorer des thématiques, en fait. La conquête d'Exenberg, c'était pour moi justement, tu vois, on en revient aussi à un sujet précédent, c'est comment on peut faire une campagne centrée sur la guerre sans que ce soit juste une succession de combats à la con avec juste des super-héros qui te disent allez là, tuez des gens, tuez des gens, tuez des gens, tuez des gens. Et je m'étais un peu cassé la tête, je me suis dit, comment on peut faire C'est là autrement? où tu abordes le problème du ravitaillement, de l'espionnage, des magouilles. De la propagande et puis de la débrouille pure et simple. Tu vois, une aventure, ça peut être très bien, faut trouver la bouffe pour la popote du soir, quoi. Tout, tout simplement. Négocier, comment tu négocies avec les civils, quoi. Avec les gens qui sont déjà sur place, enfin, tous ces à côté-là. Et, et voilà, là, le prochain supplément que je travaille, c'est un truc que je voulais faire, c'était une espèce de sandbox urbain. Je me dis, voilà, comment est-ce que je peux modéliser ça relativement simplement? Euh, voilà, donc c'est pareil. En fait, parfois, je sors des jeux, c'est juste des prétextes pour moi pour explorer des thématiques de game design ou après, bon, ce sera une autre digression, mais parfois aussi, il y a des jeux que je sors notamment en anglais pour me débarrasser de certaines idées, en fait, aussi. Ça, on reviendra dessus si In tu the veux. Wood, on a trop de perches parce qu'en plus, là, sur tout ce que tu viens de dire, d'un côté, les règles, elles sont bien, mais elles sont non fondamentales. Et voilà, je sais que toi aussi, tu apprécies Idée Profundis, qui est quand même le jeu ultime qui dit les règles, en fait, quelque part, on s'en cogne. Le scénario, ben ouais, mais quelque part, on peut pas forcément tout le temps le faire à ta place. Le background que tu as déjà un petit peu répondu, même si justement dans tes jeux, tu as aussi un background qui est très synthétique, je trouve. Ouais. Et au final, de quoi on peut le moins se passer? Ben, il me semble, dans tout ce que tu as dit, ben, on arrive sur le background. Et le background, c'est pas. Enfin, on peut le trouver dans le film qu'on aime, dans le livre qu'on aime. Pourquoi on en est encore acheté des bouquins qui, quelquefois, nous coûtent un peu beaucoup, à faire des collectionniques de 15 étagères qu'on va même pas tout jouer, alors qu'en fait, l'essence du jeu de rôle, c'est les règles, tu peux les bidouiller. Le scénar, quelque part, si c'est pas toi qui le fais pour tes potes, ben, est-ce que c'est un bon scénar? Point d'interrogation. Donc voilà, c'est juste mes idées qui fusaient d'après ce que tu disais. L'essence du jeu de rôle, on pourrait presque dire, voilà, prends un bouquin et puis tu le lis, puis si tu l'aimes, le jeu de rôle, tu l'as déjà, quoi. Tu as l'univers, prends les règles que tu aimes, prends tes copains, fais-leur jouer ce qu'ils aiment jouer, quoi. Ouais, et ça, justement, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que, comment dirais-je, il y a ce côté, en game design, justement, une chose que je trouve très importante, euh, c'est bien de lire d'autres jeux de rôle, mais c'est
pas ma source d'inspiration principale. Je parle pas uniquement du background, je parle du game design, justement. Et je sais qu'il y a pas longtemps, c'était sur un forum, c'était pour toute la sorcellerie que j'avais créée pour Streetcha, qu'après j'ai réutilisé pour Black Sword, qui est en partie sur Fléau. Voilà, qui est une sorcellerie qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu trouves de façon générale, je pense. Et quelqu'un m'avait posé la question, ah oui, mais du coup, ce genre de sorcellerie, dans quel autre type de jeu de rôle je pourrais le trouver? Et bah justement, si je l'ai écrit, c'est que je ne l'ai pas trouvé dans un autre jeu de rôle, justement. Et je ne suis pas allé chercher dans d'autres jeux de rôle, je suis retourné à la source. Je suis allé lire les bouquins de Sword and Sorcery, et c'est ça qui m'a inspiré, qu'après, j'ai recherché, par contre, après, à modéliser avec des règles. Mais, enfin, comment dirais-je? Pour le game design, pour moi, un truc qui est hyper important, il faut pas se limiter au jeu de rôle, en fait. Il faut vraiment piocher dans le plus de trucs possible. Je te dis, moi, il y a des trucs que j'ai appris tu vois, par le biais du cinéma, par exemple. Je suis pas un gros cinéphile, mais il y a deux, trois choses comme ça que j'ai appris par des choses qu'avaient écrites certains romanciers, par des choses que j'ai vues dans les jeux vidéo aussi. Donc ouais, je pense que c'est très important de se renouveler, parce que sinon, au bout d'un moment, le jeu de rôle va sentir le sapin, quoi. Si tout ce qu'on fait, c'est se repomper les uns les autres, enfin bon, je pense que c'est pas près d'arriver. Quand tu vois sur un site comme Itch.io le nombre de trucs qui sortent avec des trucs originaux, je pense pas que ce soit en danger, quoi. Du coup, tu as encore balancé plein de perches. Ah, pardon. Ah non, mais c'est peut-être moi aussi qui pars trop. Mais... Donc, ouais, cinéma, l'info Blood in the Dark, peut-être bien adapté, Cinoche. Waouh. Et puis, putain, mais déjà trop. C'était quoi? Ah oui, si on n'arrête pas de se repomper, du coup, OSR, rétro-clonage, repareil, ouverture. Moi, je t'avoue, enfin, j'en parlais il n'y a pas longtemps, c'est ma seule inquiétude par rapport à cette grosse tendance on va beaucoup faire de rétro-clone. Il y a un moment, est-ce qu'on n'est pas, toi, à s'enfermer sur, t'en es beaucoup avec 40, 50 ans, la fibre de la nostalgie, et au contraire, je trouve que Knock, du coup, par rapport à ça, ça arrive à retourner dans le passé, mais à reproposer plein de nouvelles choses. Et puis, bah, justement, tu as écrit pour Knock, et puis tu as écrit en plus en anglais, et puis, bah, du coup, on revient à les rats dans les murs. Putain, Enfin, bon, t'as ouvert beaucoup trop de portes, tu prends celle que tu veux. Moi, ça m'émule dans tous les sens. Mais du coup, tu vois, il y a pour reprendre, ouais, pour reprendre un peu ce sujet-là, du coup. Alors ouais, bon, déjà il y a deux choses. Ouais. Effectivement, il y a le côté, un truc qui est pas limité au jeu de rôle, c'est que, enfin moi, je trouve à titre personnel que l'imaginaire général, celui qu'on trouve au cinéma, c'est moins le cas en littérature, mais on va dire l'imaginaire populaire. À mon goût, c'est beaucoup trop squatté par les références des quarantenaires et des cinquantenaires, et ça commence vraiment à me lourder, tu vois. Tu vois, Star Wars, putain, mais laissez crever ce truc, quoi. Ah ouais, non, mais tu peux pas dire ça, le Mandalorien, c'est bien. Ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule, quoi. Enfin... Tu vois, Mais Star Wars, Mandalorian, c'est la première fois où j'ai eu la sensation que Star Wars était jouable en jeu de rôle. À chaque fois que j'ai joué Star Wars, j'étais tout le temps côté joueur et j'étais tout le temps frustré parce que les gros trucs, ferme ta gueule, c'est pas toi qui vas les faire. Oui, en plus, déjà, de base. Et comment dire, en fait, mais bon, enfin, tu vois, après, oui, j'ai aussi regardé le Mandalorian, mais le truc, c'est que Star Wars, ce qui a fait, enfin, quelque part, ce qui a fait la beauté du truc au début, c'est la moyenne d'âge de l'équipe de réalisation, c'était 26 ans, je crois. Tu vois, les mecs, ils avaient plein d'idées. L'autre, il avait bossé sur son scénar pendant 10 ans. Et j'aimerais bien qu'on ait ça maintenant, tu vois, des mecs qui se cassent le cul pour sortir un truc. Mais maintenant, enfin, vu comment fonctionne le cinéma américain, c'est plus trop possible. Mais donc, c'est que des trucs, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, j'aurais 20 ans actuellement, tu vois, et tout ce qu'on me propose, c'est l'imaginaire qui aime les quarantenaires et les cinquantenaires. Putain, je serais lourdé, quoi. Mais vraiment. Donc voilà, parenthèse terminée sur ce côté-là. Mais non, Et c'est côté, est-ce que tu viens pas de légitimer le succès des mangas? le succès des mangas, ça commence à remonter aussi. Et il y avait, c'est une interview il y a très longtemps. Enfin, sur Paris, tu avais une librairie qui était la librairie Tonkam.
Où vraiment, le mec, lui, il avait commencé à vendre des mangas, il en vendait en japonais, et c'était pas du tout à la mode à l'époque. Hein. Et dans une interview, il avait dit de façon assez intelligente, il dit oui, pour l'instant, ça intéresse personne. Mais d'ici, je crois à l'époque, il disait d'ici 5-10 ans, voilà, les gens qui ont grandi avec Goldorak, ils vont avoir 20-25 ans. Et vous allez voir, ça va exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. C'était un truc de fou. Donc, mais tu vois, le succès des mangas, ça commence à remonter. Enfin, moi, ça avait explosé à l'époque où j'étais à la fac, en gros, quoi. Et comment dire. Et du coup, par rapport à ce que tu disais au rétroclone à l'OSR, j'ai pas ta frayeur sur ce côté-là, parce que le mouvement OSR, tu vois, aux États-Unis, ça commence à remonter à loin quand même. C'est le début des années 2000, on va dire 2006, 2007, je crois. Je veux pas dire de conneries, mais pour moi, c'est à peu près dans ces années-là, quoi. Tu vois, Osric, etc. Alors au début, ouais, et très rapidement, les mecs se sont appropriés ça très rapidement pour partir dans quand même pas mal de directions assez différentes. Le premier gros truc à l'époque, c'était Lamentations of the Flame Princess. Ce truc-là, quand il est sorti, il n'y a rien d'autre qui ressemblait à ça. Et il avait vraiment repris quelque part à son compte les règles. Enfin, il avait un peu mélangé boîte rouge, basic fantasy et un peu la troisième édition pour faire un petit peu son mix. Et ça ressemblait à rien d'autre, quoi. Ça ressemblait, enfin, c'est-à-dire tu pouvais jouer, tu jouais à ça, tu jouais pas vraiment à Donjons et Dragons classique. Après, il y a eu un autre écueil, c'est que le système de jeu qu'il proposait fait que tu pouvais pas non plus jouer à l'ambiance que lui voulait avoir. Lui voulait un truc hyper horrifique, hyper flippant. Le problème, c'est que quand dans ton équipe, t'as un nain qui voit dans le noir et un elfe qui balance des boules de feu, bon, alors bon, t'as de la perte hein, quand même, je veux dire, t'as des persos qui meurent, mais il y a tout de suite un petit côté fantasy qui reprend le dessus malgré tout, quoi. D'ailleurs, ouais, oui. Pardon. Non, non, vas-y. Non, parce qu'effectivement, enfin, je trouve il y a deux manières de retourner aux sources. Hein. Il y a le côté s'enfermer sur du déjà vu et puis remanger son caca. Et puis tu as tout le côté, enfin, toi un peu braque Picasso, on revient aux fondamentaux et on fait repartir sur une nouvelle branche. Donc pour toi, on est plus dans. C'est possible d'avoir l'espoir que l'OSR nous fasse un braque Picasso et avec une énorme Ah, nouvelle créativité. même plus que l'espoir, parce que franchement, tu vois, tout ce qui est sorti, vraiment, tu vois, des jeux comme Troika, des jeux comme Into the Odd, des jeux comme Electric Bastion Land, tout ce qui a sorti un mec comme Luca Rejek, Ultraviolet Grasslands, euh, enfin, et c'est-à-dire en plus, petit à petit, des jeux qui ne se sont pas restreints qu'à la fantasy aussi. Euh, il y a eu un tel foisonnement. Alors après, non, en fait, moi, ce qui m'avait plus, comment dirais-je, gêné une époque, c'est que du coup, les mecs étaient tellement partis à l'ouest qu'au bout d'un moment, ça commençait à devenir n'importe quoi, en fait. Tu vois, tu partais en mode full gonzo. Alors, voilà, donc dans ton équipe, voilà, je sais pas, t'as un dragon qui est addict au lotus noir, qui fait équipe avec un robot géant. Pour aller poutrer les limaces télépathes au fond du volcan de cristal. Bon, tu vois, c'est rigolo, mais bon, après, tu te dis, enfin, tu vois, quand on a lu 10, tu te dis, bon, les mecs, bon, falloir arrêter un tout petit peu, parce que là, Ouais. voilà, Ouais, je va t'avoue, falloir c'est un super accroche. Hein. Mon fantasme total, c'est de réussir à sortir un jeu Magical Girl versus Tentacule. Mais bon. Mais avec des vieilles Magical Girl en plus, non? Eh, ouais, complètement. Et Bah, puis des ça, en Magical plus, Girl, mec, toi, par exemple, le biker du coin, c'est lui qui est Vénus, la force de l'amour. Mais bon, et ce faut. qui serait un thème hyper intéressant à raccrocher en plus à la situation du Japon, qui a une population ultra vieillissante en plus, quoi. Tu vois, bah oui, bah du coup, tu dois connaître l'animé de Katsuhiro Otomo, Rujin Z. Ouais. Ah, tu vois, voilà, tu mélanges du Rujin Z avec ouais, avec des Magical Girls bah, voilà, qui ont 60 balais, parce que je crois, enfin, les stats sont assez effrayantes, genre, les trois quarts de la population japonaise aura plus de 70 ans, je sais plus quelle année, tu vois. Bon, ils auront peut-être coulé avant, tu me diras, mais Mhm. voilà. Mais ouais, non, clairement, il y a des trucs qui peuvent être rigolos à explorer comme ça. Mais voilà, et surtout, à un moment, dans l'OSR, il y avait vraiment un délire qui était très sur le dark. Tu vois, il fallait que ce soit extrêmement sombre, extrêmement déprimant. Alors parfois, c'est très bien fait. Tu vois, un jeu comme Morgborg, par exemple.
Tu vois, mais bon, tu vois, il y a un moment aussi, et encore, Morkborg, l'avantage, c'est que même si c'est assez glauque, la proposition du jeu, c'est quand même que tu essayes de sauver le monde. Malgré tout, tu as quand même ça. C'est pas genre, t'es qu'une merde et tu vas crever, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y avait ce côté, cette surenchère dans le sombre, le dark, enfin voilà, comment dire. Moi, de temps en temps, je suis un peu l'actualité, et c'est vrai que là, tu vois, apprentissage, évasion, de temps en temps, j'aime bien un peu d'évasion quand même aussi. Parce que ouais, voilà, tu mates les infos, après tu arrives dans un monde et tout le monde va mourir parce que le monde est merdique et tout le monde est corrompu. Tu vois, il y a un moment, je sais C'est pas, bon, je l'avais à la télé il y a 5 minutes, quoi. ouais, voilà, et t'es là, non, mais pourquoi pas, je veux dire, alors c'est peut-être parce que je suis vieux maintenant, mais tu vois, ça m'étonne pas, là, il y a un Kickstarter qui a cartonné aux États-Unis, c'est l'adaptation en jeu de rôle de Avatar, le dernier maître de l'air. Et ça m'étonne pas, parce que tu vois, c'est un univers qui est tellement optimiste, qui est tellement lumineux et qui est pas con en plus. Ça m'étonne pas que ça ait fait un carton, quoi. Et là, c'est cool, je trouve aussi que Lapin Marteau, tu vois, le fait qu'ils sortent un jeu comme Château Falkenstein, c'est une vraie bouffée d'air frais, surtout qu'à l'époque où il était sorti, c'est pareil, enfin, c'était la grande époque du World of Darkness. Je veux dire, TSR, ils avaient sorti Tranché. Dark à l'époque. Enfin, c'était lui, et comme d'habitude, Mike Pondsmith, il fait ah, moi j'ai eu une autre idée. On va faire un truc plutôt hyper joyeux et plutôt sympa où l'héroïsme est récompensé. Et c'est pareil, c'était un truc, tu fais, ah, putain, ça fait du bien, merci. Super joué. Il y a quand même des gros magouilleurs dans le château. Mais oui, 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 on oui, est oui, d'accord c'est que. clair, mais ça reste, il y a un petit côté, quelque part, t'as une prime à l'héroïsme, on va dire, quoi. Et c'est vrai que dernièrement, alors en plus avec Mais tu du vois, coup, parce qu'on va repartir, juste pour bien rebondir, parce que je m'avais dessus, enfin, un de mes gros fantasmes, un des rares trucs où j'avais ouvert ma gueule avec Sandy à dire ouais, moi j'aimerais beaucoup passer à l'acte et faire un truc sur l'effondrement. C'est la seule fois où j'ai reçu des éditeurs qui m'ont dit ah non, la Coco, t'as quelque chose, si t'arrives à écrire là-dessus, tu nous l'envoies. J'ai essayé, j'arrive pas à écrire à cause de ça. C'est d'un dark, enfin, si tu fais un jeu juste, on va tous crever. Toi, je me suis documenté, j'essaie un peu de bosser, peut-être qu'il sortira un jour. Mais là, le gros écueil, c'est que j'ai l'impression d'écrire un truc réaliste, juste on va tous crever dans 10, 20 ans. Et c'est terriblement. Puis en plus, en termes de propositions ludiques, t'as pas grand-chose à faire, à part à la rigueur, retrouve ta femme et des gosses pour mourir ensemble. C'est bah, c'est un extrêmement. peu, tu vois, le roman de McCormack, là, La Route. Ouais. Allez, si j'en faisais une partie de jeu de rôle. Alors, ça va les enfants? Vous amusez bien? Sympa? La suite la semaine prochaine? Ah bah non, vous êtes morts. Non mais tu vois, Le c'est con, mais cannibalisme au programme, nous allons tous nous amuser, quoi. voilà. Ouais. Mais j'avais sur mon disque dur, j'ai un vieux projet que du coup, tu vois, j'ai jamais bouclé, mais l'idée c'était, alors c'était un jeu sans maître du jeu, mais en gros, t'es des millions et des millions d'années dans le futur, voire des milliards d'années dans le futur, et en fait, chaque partie, c'est tout le monde raconte la fin d'une civilisation, en fait. Juste la fin d'une civilisation. Et en fait, tu vois, les premiers tests, tu te dis, non. Alors que tu vois, c'était pas forcément proche de nous et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sortais de la partie, t'étais rincé, quoi. Tu fais, ouais, ça va? Ouais, ouais, file-moi une bière encore, là, parce que là, je. Donc, ouais, non, mais ouais, il y a des thématiques qui sont pas faciles à aborder, quoi. Enfin, je te dis, Shell Shock, je l'ai vu, tu vois. Shell Shock, voilà, moi, je l'ai écrit pour me débarrasser vraiment de quelque Toi, chose. c'était une ataraxie, quoi. C'était vraiment un Ouais, éclat. vraiment, c'était, voilà, j'ai vraiment évacué un truc. Et je comprends tout à fait pourquoi le jeu ne fonctionne pas, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est comme se taper sur la main avec un marteau. Et une fois que tu t'arrêtes, tu te dis, ah, bah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon. Je peux comprendre que les gens soient pas friands de ça. C'est clair. Je suis encore parti en pleine digression. On parlait de quoi déjà? Non, mais je digresse aussi, puis ça rejoint une conversation avec l'autruche, parce que je me suis bouffé il y a pas enfin, assez récemment, il y a pas longtemps, la brigade chimérique où bah, toi, le problème de l'Holocauste me pose question dans comment il est traité, puis le fait que bah, vos joueurs pourront rien y faire et qu'au final, le fond du truc me dérange. Peut-être qu'un jour j'en parlerai, quoi. Et je me disais, mais ce type de jeu, à part, on habite près du musée de la Résistance, puis on y est tous passés quand on était gamin, à part Hum. comme expérience, utiliser le jeu de rôle pour un truc pédagogique et faire prendre conscience aux gamins, genre là, pendant une demi-heure, tu vas être un petit juif déporté, puis tu vas voir c'est quoi l'horreur.
Et puis même là-dedans, tu te dis c'est complètement cramé. Enfin, les gosses, tu peux leur prendre des tickets de psychothérapie pour dans 10 ans, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, même en termes d'outils pédagogiques, tu dis non. Enfin, c'est trop violent. C'est pire que leur balancer nuit et brouillard, quoi. Bah, en plus c'est violent et comment dirais-je enfin, c'est comme croire que si tu joues au paintball, tu vas comprendre ce que c'est que la guerre, quoi. Ouais, ouais. C'est pas. Bah non. Oui, mais on joue beaucoup. On a un gros groupe d'airsoft et tout. On est au taquet. On a les bonnes tenues. Ouais, mais non, non. Ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, ouais, non, ça là-dessus, ouais, en termes d'outils pédagogiques, ouais, c'est pareil. Je suis pas convaincu pour le coup. Non, c'est pas un truc. Hmm. Enfin voilà, donc du coup, on peut pas forcément jouer à tout parce qu'en fait, dans le jeu de rôle, on a quand même besoin de ce concept plaisir. En fait, notre carotte, Ouais. ça reste le plaisir. Alors après, c'est vrai qu'il y a pas mal de propositions ludiques aussi. J'ai vu, il y a des gens qui, je crois, veulent explorer aussi certaines thématiques qui sont pas forcément faciles par le biais du jeu de rôle. Et je veux dire, bah, tant mieux pour eux, hein, je veux dire. Pour moi, en jeu de rôle, plus l'offre est pléthorique et riche, plus je suis content. Donc, mais ouais, c'est vrai que moi, à titre personnel, enfin, tu vois, il y a des choses que j'ai pas envie d'explorer en jeu de rôle, quoi. Après aussi, ça peut être tout simplement aussi parce que j'ai certains biais politiques, tu vois. Tu me feras plus jouer à un jeu où je dois jouer un flic. Il n'en est pas question, quoi. Donc, Terminé. tu fais une croix sur Berlin 18. Ouais. Et j'ai un pote, en plus, il nous faisait une campagne de cops, et là, voilà, je lui ai dit non, mais moi, j'arrête. Ça m'intéresse plus. Voilà. Si j'ai envie de jouer des fachos, je jouerai à Dark Heresy. Merci. Dark Heresy, du coup, enfin bon. Enfin, c'était une bonne manière de parler aussi apprentissage, parce que l'air de rien, tu peux aussi prendre conscience en jouant sur un Berlin 18 ou un COPS, bah, des limites, enfin, toi, de l'oppression du pouvoir, c'est l'air de rien, dans COPS et dans Berlin 18, tu joues quand même des flics vachement désabusés, qui se rendent vachement compte qu'ils sont un petit peu utilisés pour l'oppression. Hum. Et puis sur Dark Heresy, bah Ah ouais, bah, c'est Dark ça. Heresy, c'est tellement poussé loin au niveau des potards que, enfin, c'est pratiquement du toon, tu vois. Pour moi, Dark Heresy, je l'avais fait jouer une fois avec des potes et on a fini, c'était du Monty Python, tu vois. C'est, haha, personne n'attend l'Inquisition espagnole. Parce que si tu le joues sérieusement, pour moi, c'est pas possible. Tu joues la Gestapo, quoi. Ah, mais mes joueurs, enfin, justement, n'ont pas réussi à y jouer sérieusement, et enfin, comment Vache. dire? On jouait sérieusement parce qu'on jouait la campagne à compte, mais de temps en temps, il se faisait un petit scénario. Il partait complètement en cacahuète. La première fois, ça m'avait traumatisé. Puis de temps en temps, je leur laissais cette bouffée d'air, mais des trucs. Enfin, toi, la sainte machine de bataille qui allait faire des tours, enfin, des trucs où ils craquaient complètement leur fusible. Mais Hum. parce que si tu veux jouer trop sérieux, l'univers, enfin, tu joues des connards, quoi. Ah oui, non, c'est ça. Et ça, j'ai remarqué. Je pense que c'est vraiment, tu as une espèce de réaction de défense naturelle chez les joueurs. Où très rapidement, ils se disent non, mais si je prends ce truc au sérieux, ça va être juste la déprime mais totale en fait. Et je vais vraiment jouer une raclure. Donc, non, je pense qu'il ouais, il y a vraiment une espèce d'autodéfense des joueurs qui disent ouais, d'accord, on va jouer, mais ça va être tout, non, en fait. Et même dans les romans par rapport au background, enfin, je pense par exemple à la trilogie Eisenborn, machin, enfin, de l'Inquisiteur. Ouais. Alors que tu lis le background, c'est vraiment, tu as une pensée 20e siècle, tu finis au bûcher. Et quand tu lis Eisen machin, enfin, le gars, il est très un de nos contemporains, il pense comme nous, il est rationnel, il a de la tolérance, il essaye d'avoir de l'autocritique sur ses. Enfin, normalement, tu suis le BG d'Arc Heresy, le mec, il finit au bûcher au bout de 45 secondes, quoi. Son psy, hérétique, mort. Il y a même pas à tergiverser. Mais ça, en plus, c'est rigolo parce que, bon, ça, c'est pareil, c'est une autre digression, mais au niveau des sources d'inspiration, moi, je suis très inspiré par les comics, mais britanniques, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les comics américains, et surtout ceux des années 80 et 90, surtout les années 80, parce que forcément, ça a été, tu t'en du bien vachement marqué par Margaret Thatcher, quoi, chez eux. Gone Donc, Girl. Pardon. ouais, voilà, donc c'est plutôt, ouais, enfin, les comics anglais de l'époque, c'est assez politisé, c'est plutôt orienté à gauche en plus. Et quelque part, toute la filiation de l'univers comment dirais-je, de Dark Heresy, Warhammer 40 000, tout vient de ces comics-là. Et parfois, c'est repompé à la ligne près sur certains comics. Enfin, je veux dire, si les auteurs à l'époque avaient fait un procès à Games Workshop, c'était mort, quoi. Ne Et serait-ce, enfin, le truc avec les robots, là, 2000 AD,
Ouais, Robusters, ABC Warriors, et Voilà. surtout, merde, avec le méchant s'appelait Torquemada. Enfin, tu vois, et bon, en gros, sous ses ordres, il avait des légions et il fallait purger les xénos. Enfin, t'es là, tu fais, ah ouais, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, votre truc. Enfin, vraiment. Et c'est quoi tes légions? Des légions de Terminator? Ah, ok, d'accord. Très bien, bon, ok. C'était. Mais ça, ouais, ça, c'est une très très chouette source d'inspiration aussi, parce que c'est assez peu connu. On a eu très peu de trucs, nous, traduits en France. Enfin, tu vois, en gros, grâce à Zenda, on a eu quoi? On a eu Slane, forcément, on a eu les trucs d'Alan Moore aussi. Mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas été traduites et qui sont vraiment fun, quoi. Robusters, c'est hyper drôle. Enfin, c'est pratiquement un jeu de rôle clé en main, quoi. Tu joues des robots et t'es considéré comme de la merde et on t'envoie faire toutes les missions les plus relous partout autour du monde, quoi. Et ton patron, c'était à l'époque où ils avaient fait un dessin, c'était le patron de Virgin. Tu vois, donc, allez, petit acte au passage, merci, bisous. C'était assez drôle. Mais on s'est Donc, éloigné du jeu de rôle un peu là, je suis désolé, c'est moi qui digresse. ah non, 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 mais t'es invité, c'est ton temps, hein. C'est la seule politique de la chaîne. Les invités, ils disent ce qu'ils veulent. J'y réagis, mais avec modération. J'ai bien assez le temps d'ouvrir ma gueule sur mes propres trucs. Mm. Et puis voilà, enfin, Mm. c'est ton interview, tu dis bien ce que tu veux, hein, point à Mm. la ligne. J'avais fait un plan, fut un temps, à faire dans tous les sens. Aucun plan de survie au contact avec l'interviewé. Attention, on va le faire à plouf plouf. Le prochain sujet. Alors, tes partenariats, ouais, t'avais pécho le Grump, ton passage sur KOF, ton passage sur Knock. Du coup, Knock, on peut parler, des fois t'écris en anglais, le marché US, les rats dans les murs dans les deux versions, je sais pas, ce qu'il te plaît. Euh, les collaborations, Tranchon et Tracon, je crois, avec Grumpf, on était rentré en contact par le biais du forum Casus No. Je me souviens plus exactement comment. Enfin, si, je crois, genre, je lui avais. On faisait du troc, quoi. Je lui avais filé des bouquins de jeux de rôle, il m'avait filé des bouquins de jeux de rôle, ou il m'avait filé une Illus à la place. Puis du coup, on s'était rencontrés en salon. On avait discuté, et puis j'avais commencé à bosser sur Tranchon et Tracon, et je sais même plus comment c'était fait, mais en gros, voilà, est-ce que tu veux pas faire les Illus, quoi. Et à chaque fois que j'ai bossé avec le Groove, ce qui était cool, c'est que à chaque fois, il m'a demandé, moi, j'aimerais tester des trucs en dessin, en fait. J'ai dit, bah oui, carrément. Et à l'époque, je crois, pour Tranchon et Tracon, il m'a dit, ouais, mais j'aimerais faire un truc disco fantasy. Donc, tu vois, moi, je sais pas, moi, je voyais Wrestling de Dragonlance avec une afro. Je dis, ouais, pourquoi pas, ça a l'air fun. Ah, j'ai Et- l'image, putain, mes gros cons. Ah bah oui, ça te quittera plus jamais, maintenant, c'est foutu. Ah, c'est mon Désolé. perso préféré en plus de Lance Ah, Dragon. désolé. Merde. Ah, c'est mort. Voilà. Et t'as du James Brown en fond maintenant, à chaque fois que tu liras du Dragonlance en plus. Je Mais, le vois avec la boule disco. ouais. Cela dit, en plus, oui, c'est un sujet qui est assez rigolo par rapport aux illustrations parce que. Enfin, c'est pareil pour Sword and Wizardry Whitebox. Si vous voulez essayer un nouveau style aussi, je lui dis, bah écoute, ouais, banco, parce que c'est chouette. Enfin, je pense qu'il s'est éclaté, enfin, j'espère en tout cas. Et donc, oui, bah forcément, une fois qu'on avait bossé sur Tranchon et Tracon, ça s'était bien passé. Bah, après, voilà, on a bossé sur Ball et après, du coup, bah, sur Sword and Wizardry Whitebox. Donc ouais, c'était sympa. Après, pour Knock, bah ça, c'est toujours assez rigolo. Alors, bon, dans l'équipe de Knock, il y a Eric Niedan. Voilà. Et à l'époque, il m'avait contacté. On avait fait la petite. Il avait fait la petite chaîne YouTube Danger et Décision, où justement, il voulait, lui, le concept, c'était chaque partie, c'était le même groupe de joueurs. Enfin, le MJ tournait, c'était jamais le même MJ, mais c'était les mêmes personnages surtout. Mais à chaque fois, c'était un système de jeu OSR différent. Bon, moi, j'avais triché parce que j'avais pas pris un système OSR, mais ça, c'est pas grave. C'est plus fort que moi. J'avais pris Index Card RPG. Et donc, bon, c'était rigolo. Tu vois, la première partie, en plus, c'était chouette. Il y avait
Tu vois, mes joueurs, bah, c'était Eric Niodan, j'avais Nicolas Dessau, Snorri, et j'avais Grumpf. Donc, tu vois, en termes de groupe, c'était un peu la fête, quoi. On a bien rigolé. Et en fait, pour Knock, j'ai reçu un mail de l'autre partie des Merry Mushmen qui m'a dit: Ah ouais, mais en fait, moi, je me suis remis au jeu de rôle avec Tranchon et Tracon, en fait. Je suis ah bon, cool. Et bah, du coup, est-ce que tu veux pas, enfin, je sais pas, est-ce que ça te tenterait d'écrire un truc pour Knock? Et justement, moi, j'étais en train de réfléchir à d'autres trucs et j'étais là, ah bah oui, j'ai peut-être une idée. Bah, en fait, déjà, il voulait reprendre un des articles que j'avais fait pour Sword and Wizardry Whitebox sur les objets magiques. Comment petit à petit tu découvres les qualités de ton objet magique. Et j'avais un autre article, je lui ai proposé, bon, ils ont dit banco, quoi. Et voilà, ça s'est fait comme ça, ouais, c'est des espèces de hasards. Et ouais, parfois je te dis, ouais, le truc, c'est par le biais de Tranchon et Tracon, quelque part, qui m'a contacté, donc c'était assez rigolo. Et Tranchon et Tracon, ce qui était amusant aussi, c'est que moi, je l'avais écrit à l'époque. Un truc qui à l'époque manquait, je trouvais, alors c'est plus du tout le cas maintenant, mais t'as souvent des jeux qui sont orientés vers des joueurs débutants, mais je trouvais qu'il y avait peu de jeux qui étaient orientés vers des meneurs de jeux débutants, maîtres de jeux débutants. Et bah, je voulais essayer de donner le maximum de billes à un meneur débutant pour qu'il puisse s'amuser un peu, quoi. Bon, maintenant, tu as des boîtes d'initiation, tu vois, jusqu'à ras la gueule. Donc, maintenant, si tu veux débuter, a priori, avec toutes les vidéos sur Internet, tout ce que tu trouves, ça va, t'es plutôt bien pris en nom. Mais ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que j'ai été contacté par beaucoup de gens. Donc, à l'époque, j'avais quoi? J'avais une trentaine d'années quand Tranchon et Tracon est sorti. Et des gens qui m'ont dit: Ouais, ça fait 10, 15, 20 ans que j'ai pas joué au jeu de rôle. Et avec ton jeu, j'ai pu m'y remettre en fait, parce que j'ai des gamins, parce que je bosse, parce que bah voilà, j'ai pas le temps de lire un bouquin de 400 pages, j'ai pas 6 heures pour jouer toutes les semaines. Ça c'était vraiment cool. C'est là où quelque part, entre guillemets, t'as une espèce de marché de plein de gens qui effectivement comment dirais-je, étaient friands de jeux de rôle courts, simples et faciles à mettre en œuvre. Et ça, c'est vrai que ça a un peu marqué le reste de mon développement. Mais après, je comprends aussi tout à fait. Tu vois, moi, j'aurais 15 ans maintenant, tu me filerais un bouquin comme Pathfinder 2, tu vois, qui dégueule d'illustrations, d'univers, de règles. Je pense qu'à 15 ans, j'aurais tripé, quoi. J'aurais tripé. Mais vraiment, parce que quelque part, entre guillemets, je vais que ça à foutre en plus. Tu vois, donc ça m'aurait vraiment amusé. Maintenant, j'ai plus le temps, quoi. J'ai plus le temps pour ça, mais c'est rigolo, tu vois. C'est comment dans le marché du jeu T'as de rôle, déjà tu dois l'acquis. continuer à avoir de la place pour tout ça, en fait, quoi. Déjà l'acquis. Enfin, je trouve que c'est important. Puis on y est friand justement quand on est jeune, bah, parce que c'est le moment où on va se faire notre. Tu parlais d'imaginaire commun, Ouais. mais c'est le moment où notre imaginaire commun il est pas du tout saturé. Et, enfin là j'ai l'édition de Lux plus plus du Retour des Seigneurs des Ruines. C'est vrai elle est superbe quoi. Mm. T'as des images, tu fais OK, bon bah je la pose, c'est un poster, je rêve dessus. Enfin une image te donne envie d'un jeu de rôle. Enfin c'est plus que riche quoi. C'est clair. Ah bah du coup, tu me permets de rebondir, parce que j'avais une digression que j'avais même pas complètement finie, sur les illustrations et sur la place qu'on laisse aux illustrations, aux illustrateurs. Et parfois, je trouve, alors, moins maintenant quand même. Mais j'aime bien quand c'est un illustrateur qui donne, enfin pour moi, un illustrateur, ça donne vraiment la personnalité à un jeu de rôle aussi. Enfin, pour moi, c'est un élément qui est pratiquement indissociable. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais fondamentalement, un jeu de rôle, si j'ai que le texte et du noir et blanc, ça me va. J'ai envie de dire tant mieux pour toi, très bien. Tu vois, tu vas pas dépenser beaucoup d'argent comme ça, c'est pratique. Mais les illustrations, vraiment, enfin, je sais pas, même un truc comme Pathfinder, le fait que ce soit relié à Wayne Reynolds, vraiment, il a créé une personnalité pour ce jeu-là. Et pareil, comment dirais-je, le mec qui a fait les illustrations pour Silent Titans, moi, c'est pas mon truc, mais t'ouvres le bouquin, je veux dire, ça te pète à la gueule, quoi. T'es là, tu dis, ah ouais, c'est quelque chose que j'ai pas vu ailleurs. Et pour moi, ça fait vraiment. Tu vois, on parlait d'imaginaire commun, le pouvoir des images, quand même, pour créer un imaginaire, c'est quand même pas rien, quoi. Et, Et du et coup, c'est d'ailleurs. ah non, Oui. non, mais je te laisse finir, pardon. Non, non, et notamment, tu vois,
comment dirais-je, souvent les gens s'interrogent, alors j'ai pas de réponse hein, forcément ultime, mais les gens s'interrogent pourquoi est-ce que la science-fiction fonctionne pas aussi bien que le Medfan, en gros. Que c'est toujours le Medfan qui est à le haut du panier, alors que bon, en science-fiction, enfin, t'as pas l'équivalent de Donjons et Dragons en SF, en fait, quoi. En termes de succès commercial, j'entends. Et pourquoi? Et c'est vrai que c'est pas évident. Alors déjà, parce que la SF, c'est un genre qui balaye tellement de trucs différents que, enfin, tout mettre sous le même toit, ça va être un peu compliqué. Et puis, il faut une identité visuelle hyper forte. Et je suis pas étonné que généralement, les jeux de SF qui fonctionnent le mieux sont ceux qui ont un univers visuel hyper développé, en fait, quoi. Tu vois, Warhammer 40 000, typiquement, bon, ça dégueule d'illustrations dans tous les sens. Star Wars, c'est pareil. T'as une table de joueurs, là, pour le coup, tu dis, bah, il y a un chasseur taille, tout le monde va être là, il fait, ah ouais, ok, je vois, c'est bon. Par contre, tu leur dis, alors, vous tombez sur un éclaireur B256-2. Attendez, j'ai peut-être l'illustration en noir et blanc dans mon vieux bouquin Traveler. Non, c'est dans l'autre sens. Enfin, voilà, c'est un peu chaud, quoi. Bon, sachant que j'adore Traveler, qui est un jeu de rôle SF, la première édition, il y a une illustration dedans, une seule. Mais alors, du coup, hop, je rebondis sur plein de trucs. Le pouvoir de l'illustration, tu prenais le contre-exemple. Eh ben, je suis complètement d'accord avec le contre-exemple, au sens où un jeu de rôle peut être que du texte, c'est suffisant, mais on est dans le strict nécessaire. Et quand tu rajoutes de l'illustration, enfin, ça t'ouvre une autre dimension. Et les deux exemples que je voulais ramener, c'est l'Empire des Cerisiers, que je pense que son succès n'est pas détaché de la qualité d'illustration d'Akae. Et je pense que ça aurait été un autre illustrateur qui en plus aurait pas fait genre l'auteur est illustrateur, on n'aurait peut-être pas eu le même succès aussi bien ludique que commercial. C'est quand même une sacrée tarte. Ouais, Et clairement. l'autre point, c'est tout con, mais hier soir justement, je rêvassais en m'endormant sur Invincible, le poster dans ma chambre. Et c'est vrai que rien que ce dragon au sommet d'un pic nuageux, je suis parti en trip, genre ouais, alors on peut faire un monde de Medfan où tu as les dragons qui dominent tout dans le ciel. En bas, tu as les petites races normales, et puis dans les profondeurs, il y a des grosses aberrations. Et enfin, je suis complètement parti en vrille sur un pauvre dessin, parce que tu as un dragon qui est perché dans les nuages. Mais c'est tellement évocateur, un bon Mais illustrateur, que c'est. et du coup, tu vois, alors après, c'est pareil, là tu vois, faudrait le budget, parce que c'est pas la même chose. Mais tu vois, t'imagines, tu vois, on parlait tout à l'heure, les bullet points, les tables, pour t'inspirer, si tu remplaces tout ça que par des illus. Mm. Tu vois, tu as des espèces de double pages où tu as ton truc. Alors, il y a des gens que ça va laisser complètement froid, comme d'habitude, et des gens qui vont dire, ah putain, ok, j'ai collé ces trois illus ensemble, c'est bon, j'ai mon scénar, quoi. C'est... Ah, tu viens de me donner une bonne idée Afrique, hein. Ça, c'est un truc à faire. Il faut contacter tous les illustrateurs, faire un bouquin à 450 boules avec les droits. Voilà. Mais il y a un mec qui a un peu essayé de faire ça, tu vois, à sa mesure, c'est bah, le gars qui a écrit Index Card RPG. Son idée principale, la Index Card, en fait. Donc, s'il te propose plein d'illus, vraiment, je crois, il en a pondu, il y a 4 recueils. Ah, je sais pas, il doit y avoir, je veux pas dire de conneries, mais il doit y avoir au moins 300 illus, je pense, tu vois. Et c'est vrai que j'ai utilisé ça et c'est pas mal, tu vois, tu le poses sur la table ou si tu joues en ligne, c'est juste une ou deux images un peu évocatrices, vous arrivez à tel endroit, il y a tel truc ou il y a tel PNJ, tu vois, pas plus de 3-4 images en même temps. Et j'ai remarqué, c'est hyper efficace avec les joueurs, quoi. Tout de suite, il y a, lui, j'aimais bien l'image qu'il utilisait. En gros, il fait, tu vois, quand on se raconte une histoire à l'ancienne, tu vois, dans les temps anciens, on était autour d'un feu, quoi. Par quoi tu remplaces le feu? Et pour lui, c'était, bah voilà, ça peut être des images, il y a des gens, ça va être des figurines à un plan, il y a des gens, ça va être le paravent du maître, mais toujours cette idée d'avoir un truc qui focalise un peu quelque part, un tout petit peu l'attention des gens sur la partie, et j'avais trouvé ça assez malin de sa part, voilà. Non, mais je le rejoins complètement. Enfin, le feu hypnotique qui te permet de basculer dans l'imaginaire et puis te décentrer. T'es pas là, je suis sur mon caillou, je me glace les couilles, quoi. C'est Voilà, ça c'est où, fascinant. voilà, où je suis là et je suis sur mon portable parce que l'autre joueur il parle et ça m'intéresse pas ce qu'il raconte, tu vois, cette espèce de côté ouais, qui centralise un peu, qui focalise un peu l'attention. Euh, c'est chouette. Et du coup, ça me fait rebondir. Tu vois, le game design aussi, un truc qui est hyper important, c'est ouais, vraiment. Donc j'avais dit piocher déjà dans d'autres médias, ça c'est important. Mais après aussi, c'est vrai que c'est important d'écouter un peu ce que raconte. Enfin, deux choses.
c'est important d'écouter ce que racontent les autres game designers. Et moi, à titre personnel, les gens que je préfère écouter, c'est ceux avec lesquels je ne suis pas d'accord, en fait. Parce que généralement, c'est le plus fructueux. Parce que quand je suis pas d'accord, je suis obligé de me poser la question de pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis pas d'accord? Ok, je suis pas d'accord parce que je pense ça, d'accord, mais du coup, est-ce que mon truc tient la route? Comment je peux le justifier? Et ça fait vachement turbiner, enfin, ça fait un peu bouger les boyaux de la tête, donc c'est pas mal. Donc ouais, et c'est pareil pour les systèmes de jeu, quelque part. Si vous dites, ah ouais, mais tel système de jeu, ça me plaît pas, bah justement, allez-y, il faut le lire, quoi. C'est peut-être que justement, ça va vous apprendre, ça va vous apprendre plein de choses, en fait. Euh, voilà, ça c'était mon petit... C'est vrai dans n'importe quelle forme de Oui, pensée. Enfin, oui, je t'avoue, je me bouffe beaucoup plus de lecture politique de droite parce que toi, lire et puis écouter des gens de gauche avec qui je suis d'accord, quelque part, j'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin, voilà, c'est youpi, il y en a d'autres qui sont comme moi, mais ça m'apporte c'est rien. ça. Se Voilà, non. confronter à la différence, c'est quand même beaucoup plus enrichissant. Pour revenir à un truc rigolo, du coup, là, chers téléspectateurs, j'oserais dire qu'avec tout ce qu'on a dit, on vient de vous finir une super aide de jeu. Vous faites un recueil des illustrations, rien que pour vous, que vous ne payez pas les droits des lieux. Vous rajoutez des PNJ. Vous faites une carte d'une quinzaine de problématiques actions. Et rien qu'en tirant, en fait, hop, je tire l'auberge, hop, je tire le prêtre noir, hop, je tire recrutement. Comment tu arrives à te créer un scénar avec ces trois choses mises bout à bout? Ouais, C'est ouais, c'est clair. Tu Non, il vois y a quoi plein. d'autre qui aurait besoin? Enfin, ça c'est con, mais pour générer de l'inspiration, le lieu, l'intervenant, la problématique, Hum, je vois même pas besoin d'un hum, quatrième besoin. hum. Non, mais bon, par contre, tu vois, c'est comme d'habitude, c'est un truc qui va marcher avec certaines personnes. Et t'as plein de gens, ils vont te dire, elles sont jolies tes cartes, mais moi, si j'ai payé 50 boules, c'est pas pour bosser à ta place, quoi. Ouais. Tu vois, il y a ce que je peux comprendre aussi. Tu vois, je comprends tout à fait ces gens-là. Donc, mais ça, c'est pareil. Maintenant, la plupart des gens le font. Enfin, quand tu présentes ton jeu, tu mens pas sur la marchandise et généralement, les gens sont pas déçus, quoi. Enfin, c'est pareil, si tu achètes un bouquin comme Street Chat qui fait 64 pages, je pense que si tu t'attends à un système tu vois, un background extrêmement fouillé et des règles hyper précises, enfin, il y a un moment où tu as loupé un épisode, quoi. Enfin, a priori, je veux dire. Il manque un zéro derrière le 64. C'est ça. Mais d'ailleurs, bon, ça, c'est juste pour la petite anecdote, mais comment tu peux te créer des contraintes en game design qui n'ont rien à voir forcément avec le jeu? C'était Streetcha, je voulais que le jeu soit en couleur, parce que j'utilisais des tableaux du 18e, 17e, 18e. Et vraiment, je voulais que le jeu soit beau, quoi. Je voulais que ce soit en couleur. Et sur Lulu, fallait trouver l'équilibre entre. Parce que tout de suite, ça, c'est le dernier gros obstacle pour les auteurs indés qui veulent passer uniquement par l'impression à la demande, c'est la couleur. La couleur, c'est un truc qui reste cher. Et du coup, pour trouver le bon équilibre entre c'est un bouquin en couleur, mais il faut pas que ce soit trop cher non plus. Je voulais rester, tu vois, sur une gamme pas plus de 20 euros, c'était un peu mon objectif. Et le seul format qui convenait, c'était 64 pages. Donc c'est pas moi qui ai décidé que ce soit 64 pages, c'est quelque part Lulu m'a dit non mais c'est 64 pages, puis après on part sur un autre format et ce sera plus cher. Et du coup, j'ai dû m'adapter à ce format-là en fait. Bon, ça c'est rigolo, c'est des contraintes qui viennent de l'extérieur, mais ça crée des, enfin, comme on dit toujours, c'est les contraintes, ça favorise aussi beaucoup la créativité quand même. Donc voilà, bon, ça c'était pour l'anecdote. Non, non, mais c'est une très bonne anecdote. Enfin, moi, ça me faisait penser aux sculpteurs qui sont obligés de, tu vois, travailler avec ce qu'ils découvrent dans la pierre et qu'on parle très très bien, quoi. Mm. Putain, on est en train de faire une interview fleuve. Je ne te laisserai pas partir avant les Ah ben, éditions de l'ours. j'ai le temps, moi j'ai le temps, c'est toi, hein, tu t'arrêtes quand on as marre. Ouais, je m'arrête quand je vais en entendre une à côté commencer à jouer avec les casseroles parce que, enfin bon. C'est ça. Alors, donc ouais, les éditions de l'ours, si tu veux qu'on en parle un petit peu, ton aventure, enfin, on en a parlé tout le long, mais sans faire le attention spéciale, on parle les éditions de l'ours, le livre de l'ours, déjà, faire le truc clairement bien. Oh, Euh, je te vois, c'était pas, en fait, juste à un moment, c'était plus le côté, bon, si je sors des bouquins, pour faire vaguement sérieux, faut que j'ai un nom,
faut que j'ai un nom et un logo, quoi. Donc le logo, c'était cool, c'était Groove qui me l'a fait. Donc ça c'était chouette. Et après, bah, c'est comme d'habitude, tu vois, tu cherches un nom et tu galères, quoi. Enfin, moi, je trouvais rien. Et en fait, il y avait... c'est pareil, l'anecdote inutile qui ne sert à rien. Mais il y a très très longtemps, quand j'étais jeune et chevelu, euh, un pote nous avait fait une partie de Hurlement. Alors, pour les plus jeunes qui connaissent pas le jeu, Hurlement, ça se passe au Moyen-Âge et tu joues un amnésique qui appartient à une caravane, en gros, de cirque, si je dis pas de bêtises. Mais tous les membres de la caravane, on est tous des garous. Alors, pas forcément des loups-garous, chacun, on se change tous en un animal précis. Et le MJ, à l'époque, avait dit, mais moi, je choisirais l'animal qui correspond pour moi le plus à votre personnalité. On n'avait pas eu le choix. Et moi, j'avais hérité de ours. Je fais, ok, je fais, bah, ça va, je t'emmerde, je suis pas gros déjà, c'est bon. T'es hyper relou. Mais du coup, mais voilà, je sais, tu vois, au moment où j'étais en train de chercher, bah, ouais, bah voilà, l'ours, et je sors des livres. Alors, ouais, les livres de l'ours, voilà, c'est bien, tu vois. Donc, ouais, je me suis pas vraiment pété un neurone sur ce coup-là. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Et ah oui, ici, du coup, j'en profite pour rebondir sur un truc que tu avais abordé tout à l'heure dont j'ai pas parlé. Tu parlais aussi de les gens en anglais aussi. Il y avait ça, parce que donc, bah en fait, tout simplement, il y a parfois, quand je me mets à bosser sur un jeu, une idée de jeu, parfois, naturellement, je me mets à écrire en français, parfois, naturellement, je me mets à écrire en anglais. En fait, je me pose pas trop la question. Et c'est vrai, alors après, il y avait aussi l'idée, je me suis dit que je voulais un peu tâter le terrain bah, le marché américain, en fait, tout simplement. Enfin, plus que ça, même le marché anglo-saxon, et en fait, ça va même aller plus loin que ça, c'est l'international. Mais bah, typiquement, Rats in the Walls. Rats in the Walls, au début, je le sors en anglais. Et en fait, tout de suite, j'ai été contacté par un éditeur espagnol qui m'a dit, ah bah, je l'ai lu, c'est vraiment rigolo, est-ce que je peux le traduire en espagnol, quoi. Et ok. Bah ouais, ok. Enfin, tu vois, Rats in the Walls, il y a une version en hongrois aussi. Et la version gratuite a été traduite en japonais. Un peu halluciné. Mais voilà, très clairement, tu touches un public qui est quand même beaucoup plus large. Et surtout, du coup, pour les jeux en anglais, je passe par une plateforme qui est Drive-Thru RPG, que la plupart des collectionneurs geeks connaissent bien, parce qu'ils dépensent trop d'argent dessus. Là, Et, voilà, et du coup, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup de produits. Donc, pour sortir du lot, c'est pas forcément évident. Mais je m'en suis pas trop mal sorti. J'ai eu quelques critiques, même quelques vidéos. Donc non, non, c'est pas mal, c'est intéressant parce que ouais, je te dis, ça m'a fait rencontrer un autre public. Et c'est là aussi où les joueurs anglo-saxons sont très, enfin, tu vois, à chaque fois, il se pose pas 40 000 questions. Il fait, ouais, c'est cool, je m'amuse bien, c'est chouette, sympa. Par contre, là, c'est une règle que j'ai pas compris. Tu peux m'expliquer? Ok, très bien. Et c'était un public. Alors surtout après Rats in the Hall, j'ai sorti deux trucs inspirés par le Black Hack, un jeu de SF et un jeu inspiré par Stormbringer et Hawkmoon. Celui-là a très bien marché. Euh, pour le coup. Et c'est pareil, ces deux-là, du coup, vont être traduits en espagnol aussi, quoi. Extinction est déjà traduit en espagnol. Donc, ouais, ça, juste d'un point de vue purement, comment dirais-je, diffusion, bah, ça ouvre plus de portes. Mais du coup, ouais, c'est vrai que de temps en temps, j'ai eu des réactions un peu étranges. Rats in the Halls, du coup, les gens gueulaient, ouais, on peut pas avoir une version française et tout. Donc, j'ai fini par traduire mon propre bouquin. Mais ouais, je me souviens, il y a un type une fois ouais, sur un forum, il m'a dit ouais, mais quand même sortir des trucs en anglais alors que t'as déjà un public français, c'est un peu de la traîtrise quoi. Et tu fais bah écoute vieux, quand tu paieras mon loyer, tu me diras comment je dois développer mon activité, mais en attendant, merci bien quoi, tu vois. Euh, donc ouais, enfin c'est intéressant d'écrire pour les deux, parce que je sors pas exactement forcément les mêmes jeux pour les deux. Mais ouais, alors au début, c'était vraiment un truc que je faisais à côté, parce que à côté du boulot et tout, et petit à petit, maintenant, c'est un truc que j'essaye de faire quand même beaucoup plus sérieusement, pratiquement à plein temps maintenant, quoi.
Donc, on va voir ce que ça va donner cette année, du coup. Du coup, on tombe sur la question, le pognon du jeu de rôle. Arrives-tu à bouffer et à payer ton loyer, ton pourcentage d'implication dans le jeu de rôle, conseil pour les nouveaux? Bah, j'oserais dire le conseil, tu viens de le donner, hein. Les petits jeunes, on travaille bien à l'école parce que l'anglais, c'est peut-être ce qui va vous payer vos pâtes. Alors, oui, mais alors, l'anglais, vous l'apprendrez grâce au jeu de rôle, parce que comme l'on dit, la plupart de tes invités déjà, ils l'ont plutôt appris par le biais du jeu de rôle qu'à l'école. Et moi, c'était complètement ça, hein. Moi, je sais pas, j'étais en sixième, j'avais 5 de moyenne en anglais. Donc j'avais fait la partie de Donjons et Dragons. Après, j'ai acheté un jeu en anglais. Bah, ouais, en cinquième, j'avais 16 de moyenne, tu vois. Et comme ça, tout du long de ma scolarité. C'était assez rigolo. Ce qui prouve aussi que les profs d'anglais sont assez inutiles dans l'ensemble, en fait. Mettez le bouquin de jeu de rôle à la place, en fait. Le salopard. Non, non, je plaisante. Voilà. Ne Ah, viens mais pas. si tous les bons profs d'anglais disaient aux gamins, mais enfin voilà, mes cours, ce sera rien. Tes films, au lieu de les regarder en français, tu les regardes en anglais, tu deviendras meilleur, quoi. Point C'est à la ça. ligne. Tu mets les sous-titres en anglais et tu verras, tu feras des progrès assez vite. Et alors, du coup, ça, ça dépend du rythme de sortie, hein. C'est toujours pareil. Quand je sors, genre pratiquement, tu vois, un bouquin par mois à l'époque où j'avais sorti Into the Dark. Tu vois, très rapidement, j'avais sorti Street Shadow derrière, plus des suppléments. Ouais, là, très clairement, j'avais, on va dire, pendant 6 mois, j'ai eu l'équivalent d'un SMIC, quoi. Alors tu vois, bon, c'est un SMIC, c'est pas non plus. Alors après, tu vois, j'étais pas au turban du matin au soir. Parce que tu vois l'espèce de côté aussi où, voilà, je fais ça 70 heures par semaine. Je veux pas faire que ça de ma vie non plus, tu vois. Je veux consacrer du temps à ma femme, à d'autres activités. Voilà, je suis prof d'arts martiaux à côté, tu vois, ça me prend un peu de temps aussi quand même. Mais après, si j'ai moins de sorties, bah forcément, j'ai toujours une espèce de petit fond de vente qui continue à se faire. Mais en gros, il y a pas vraiment beaucoup de choix. C'est si tu veux en croûter, il faut faire des sorties régulières. Et c'est vrai que moi, c'est un modèle que j'ai pas forcément toujours envie de prendre parce que je sais que je pourrais faire des sorties régulières. Mais est-ce que je ferais vraiment, tu vois, un truc qui me plaît, auquel je crois vraiment, ou ce serait plus le côté, bon là je sors un supplément parce que bon, j'ai un peu besoin de croûter le mois prochain, donc tu vois, je prends deux, trois trucs, je bricole mon machin, ça devrait passer comme une lettre à la poste, je mets Kobayashi dessus et tout, etc. Mais j'ai pas forcément envie de faire ça non plus, donc pour l'instant je suis encore en train d'essayer de trouver un équilibre où je peux faire des sorties régulières sans, voilà, sans non plus sortir des trucs juste pour sortir des trucs. Ce que j'ai vraiment pas envie de faire. Mais il y avait, bah ça, du coup, c'était dans le domaine de la musique. Il y a un mec, c'est devenu une théorie qui est assez connue. C'est pour vivre de quelque chose, tu as besoin de 500 fans. Alors, par contre, il dit c'est 500 fans. C'est-à-dire le jour où sur eBay, tu mets en vente un rouleau de PQ avec ta signature dessus, il l'achète en double, quoi. Des fans. Voilà. Donc eux, s'ils sont là, ils sont prêts à acheter tes trucs, là, ouais, effectivement, il y a possibilité d'en dégager un petit revenu. Ouais, c'est possible. Après, tu vois, les conseils aux jeunes qui veulent se lancer, comme on dit, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, il y a pas de formule magique, un truc qui va correspondre à tout le monde. Tu vois, moi, typiquement, j'ai créé mon truc, les livres de l'ours. Ah oui, bah ça, tu vois, c'est un truc intéressant. Je suis pas passé par des éditeurs, j'ai pas proposé de mes projets à des éditeurs du tout. Parce que moi, dans ma vraie vie, mon boulot c'est rédacteur, donc j'étais journaliste. Après, j'ai bossé pour une petite boîte de com, j'étais rédacteur-concepteur. Donc j'ai passé pas mal de temps en réunion avec des gens qui disent ah ouais, mais ça, faudrait que ce soit écrit comme ça. Et puis pour le référencement internet, c'est bien si c'est écrit comme ça. Et tu vois, que des gens qui repassent sans arrêt sur ce que tu écris. Et pour moi, le jeu de rôle, c'était, tu vois, c'était mon truc à moi que je contrôlais de A jusqu'à Z, avec tous les défauts que ça peut impliquer Zéro aussi, hein. compromis. Ouais, voilà, mais je fais mon truc, quoi. Et personne vient me casser les couilles et me dire ah, mais non, les jeux de rôle, ça s'écrit pas comme ça, ou ça, c'est un thème qui va pas forcément intéresser les gens, ou faudrait plus de jaune sur la couverture, tu vois. Tu vois, niette, quoi.
Mais par contre, effectivement, bah, tu parlais des collaborations, et c'était bah, au début, quand j'avais découvert Chroniques oubliées, j'avais vraiment trouvé le système sympa, tu vois, c'était cool, c'était fun. En plus, à l'époque, j'étais sorti d'une grosse campagne des dessins qui est, tu vois, je voulais vraiment un truc un peu plus simple. Et j'avais écrit une campagne gratuite que j'avais postée sur le forum de Black Book, en fait. Et en fait, c'est, bah, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Laurent Quégron, il me semble, bah, l'auteur de Chroniques oubliées, ou quelqu'un chez Black Book, je sais plus, qui du coup m'a contacté. Bah là, on fait le compagnon, c'est chouette la campagne que tu as faite. Est-ce que tu veux pas écrire, je sais pas, un article ou deux pour le compagnon? Et, vu que Chroniques oubliées, tu vois, ça me plaisait et que je trouvais l'auteur sympathique, je me suis dit, bah oui, là, ça va. Mais là, clairement, c'est pas pour la thune, hein. Ça, c'est quand tu bosses sur des projets comme ça, t'es pas payé, t'es dédommagé, quoi. C'est quelque chose dont il faut avoir conscience aussi, quand même. Sauf Knock. Knock, putain, c'est sûrement un des boulots en jeu de rôle les mieux payés que j'ai fait. Ils sont vraiment nickel, quoi. Les Mushmen, enfin, je vais encore leur faire de Ah la ouais, pub, non, mais non, franchement, c'est là, royal, quoi. non, non, franchement, c'est super, quoi. Mais voilà, c'est pareil pour les 12 singes, là, quand ils ont fait le financement participatif de Index Card RPG. Moi, à l'époque, c'est pareil, j'avais sorti en gratuit un petit univers cyberpunk. On me dit, ah, bah, du coup, tu veux pas nous le traduire? Et je dis, bah oui, parce que c'est pareil, tu vois, moi, je suis plutôt content que ce jeu-là soit traduit en français. Donc là, c'est pareil, j'ai dit, ouais. Enfin, voilà, si le projet m'intéresse et que, voilà, le projet m'intéresse ou c'est des gens que j'aime bien, généralement, je dis oui, quoi. Mais fondamentalement, mes projets, ouais, tu vois, je veux mener ma barque tranquillou jusqu'au bout, avec tous les défauts que ça peut impliquer. Tu vois, quand tu as un bon éditeur, c'est aussi le mec qui va te dire ça, c'est pas terrible, ça, tu pourrais le bosser plus. Un bon éditeur, c'est quelqu'un qui t'aide vraiment à améliorer ton jeu aussi, quoi. Donc, moi, j'ai pas ce truc-là. J'ai fait un autre choix, mais voilà, quand tu veux te lancer, ça peut être important. Et puis, il y a d'autres trucs aussi. Il y a des gens, ils vont te dire non, non, mais moi, l'administratif, les illustrations, la mise en page, tout ça, ça me gave. Moi, tout ce que je veux, c'est écrire. Forcément, ça n'aurait pas beaucoup de sens de, tu vois, créer ta maison d'édition juste pour sortir tu vois, des documents Word, quoi. A priori. Enfin, a priori. Mais voilà, ouais, il y a pas de, comment dirais-je? Il n'y a pas de truc idéal, et il n'y a pas de être indé, c'est vraiment trop bien, il faut rien faire d'autre, et il n'y a pas de non, mais passer par des éditeurs, c'est le seul truc sérieux. Ça, c'est un argument que je voyais beaucoup, tu vois, il y a 10 ans, à l'époque où j'avais encore sorti Tranchon et Tracon. Enfin, tu étais un auteur indépendant, déjà, tu n'étais pas un auteur indépendant, tu étais un auteur amateur. C'est toujours la nomenclature qu'utilise le grog, d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Et en gros, bah, ce que tu fais, si tu es amateur, bah, c'est que c'est un peu de la merde, en fait, fondamentalement. T'es indépendant, sinon tu serais chez un vrai éditeur, quoi. Et il y a encore des gens bon, qui réfléchissent un peu comme ça, tant pis pour eux, c'est pas très grave. Mais, euh, mais voilà, il y a Là, pas de c'est destin un égal, point quoi. qui, enfin, en tant que critique, me gonfle, qui n'est pas le côté soit indé et amateur. Parce que à faire un gros gloubi bulgare entre les indés et les amateurs, ben c'est pour les vrais amateurs, ça met une pression pas possible, quoi. Genre, Ouais. c'est con, mais t'as 18 ans. Tu sors ton premier jeu, tu te retrouves en compétition avec un mec comme toi, Grumpf. Enfin, l'autre, il va juste s'en prendre plein la tronche. Pas à part d'être le Léonard de Vinci du jeu de rôle, quoi. Mais on va dire juste c'est quelqu'un de passionné qui a besoin encore de maturation. Il va être dans la même case, je voudrais dire, de gens enfin, qui ont une expérience pas possible. Et puis lui, il va débarquer justement avec son petit fichier Word où il aura rajouté trois dessins dégueulasses parce que c'est son pote Jean-Maurice qui l'a fait. Enfin, il y aurait besoin d'une vraie niche, d'une vraie reconnaissance pour eux, parce qu'il y a aussi des trucs très bien d'ailleurs en amateur, quoi. Mais Ouais. voilà, je Ouais. digresse. Mais puis c'est quelque part aussi, c'est la future relève, quoi. C'est sûr qu'un gaminos de 16 ans qui publie son premier scénar sur la scénariothèque, c'est voilà, ça va être son premier jet, mais Ouais, mais c'est voilà. pas grave. Franchement, faut. Par contre, ouais, alors, le seul conseil vraiment que je voudrais donner, c'est par contre, ouais, enfin, s'il y a des gens que ça tente, mais vraiment, lancez-vous, quoi. Attendez pas X ou Y années. Lancez-vous dans votre truc, faites votre projet. Écrivez-le, au moins, faites-le jusqu'au bout. euh, Parce qu'on apprend forcément des choses en plus en le faisant. Déjà, majoritairement, on apprend des choses sur nous, en fait, sur nous-mêmes, je veux dire.
C'est qu'est-ce que j'aime dans un jeu de rôle, qu'est-ce que j'attends d'un jeu de rôle. C'est hyper. Ça permet déjà d'apprendre beaucoup de choses sur soi. Donc ça, c'est toujours intéressant. Puis toi, tout le monde a le droit d'évoluer. Enfin, je Ouais, balancerai c'est clair. personne de John Doe qui a fait par exemple Exil, qu'on attend Exil 2, Oui, avec son fameux premier jeu que nous n'aimerons pas les gens, cramons les gens dans les égouts. oui, Bon, oui. Très bonne interview. J'ai beaucoup ri. ah, il est terrible. Mais sorti de ça, enfin, même, ça c'est l'exemple même du mec qui nous a fait des super beaux trucs et qui a commencé, bah merde, j'ai 16 ans, je fais mon délire, et puis point, puis je passe à l'acte. Voilà. Je ne mets pas des barrières, toi, le côté, oui, un auteur de jeu de rôle, il fait caca comme tout le monde et il a besoin de bouffer. Voilà, c'est pas sacré, c'est pas. Non, 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 non. Et c'est, ouais, enfin, tu vois, on parlait du game design, tu vois, cette espèce de truc où, à un moment qui me faisait un peu peur, tu vois, c'est que cette espèce de truc, beaucoup de discussions sur le game design, il y a toujours le danger que petit à petit, tu crées un truc qui va exclure des gens, en fait. Moi, je fais du game design. Toi, tu fais quoi? C'est pas top, hein. Je vois que t'as pas lu Vincent Baker. Bon, c'est, le game design, c'est bien quand tu peux, comment dirais-je, quand au contraire, tu peux ramener des gens, tu peux les intéresser, parce que fait très bien Lapin Marteau, tu vois, avec sortir de l'auberge. C'est très chouette ce qu'ils font, parce que c'est pas justement genre non, nous on sait tout, on a tout compris. Genre bon, nous on a été voir plein de gens, on a discuté avec plein de gens, on a trouvé ces idées-là, piocher. Voilà, piocher. Et ça, c'est une chouette ouverture. Et bah, j'imagine que tu dois connaître le concept aussi des conférences gesticulées. Oui. Voilà. Et tu vois, il faudrait faire des conférences gesticulées sur le jeu de rôle, tu vois, sur la création de jeux de rôle. Franchement, ça pourrait être fun, quoi. Ou des ateliers, tu vois, ou des choses comme ça. Mais alors après, c'est pareil, tu vois, il y a des gens aussi qui essayent de créer des ateliers, mais parce qu'ils veulent créer une activité économique derrière. Ce que je peux comprendre, mais bon, moi, tu vois, tu me dis non, mais là, je sais pas, on se fait un week-end, on loue une baraque et puis voilà, on fait du brainstorming pour tous ceux qui ont envie de venir. Ok, moi, vous me payez à bouffer, vous me mettez un sac de couchage, c'est bon, je viens, quoi. Tu vois. Mais, enfin, je vais pas le dire parce que sinon, ça va péter le marché pour les autres, donc c'est nul, mais. Il faut Enfin, que j'organise ça pour l'année prochaine. J'ai un terrain où on peut mettre 50 tentes, mais un truc couvert aussi bien pour les auteurs que les gens. Enfin, toi, bah, pour les si on gens qui y veulent va, qu'on écrire, s'en surtout, fout. quoi. Tu Voilà, vois, t'as qui veulent pas de écrire, ticket qui veulent d'entrée à jouer. acheter, c'est juste, tu mets ton cul dans ta caisse et puis tu viens, c'est l'été, on va tous dormir en tipi Ouais, et puis voilà quoi. ouais. Parce qu'il y a quand même un truc enfin, qui moi, me paraît hyper essentiel. Et une des raisons pour laquelle je crois à la démocratie, c'est que on est plus intelligent à plusieurs en fait. On est toujours plus intelligent à plusieurs. Contrairement à ce que bon, beaucoup de gens voudraient nous faire croire, surtout en ce moment d'ailleurs. Mais non, quand on est à plusieurs, c'est pas que les choses vont plus lentement et qu'on s'engueule et qu'on arrive nulle part. C'est pas vrai. C'est que individuellement, on a tous des zones aveugles. Il y a des choses qu'on comprend pas, il y a des choses qu'on n'a pas vues. Puis on est des franchouilles, hein. On n'a pas une culture qui est tournée sur le travail communautaire. Enfin, c'est con, Ouais. mais d'avoir été pas mal expat, je trouve que enfin, dans les pays anglo-saxons, ça passe Ah beaucoup oui. mieux. En Asie, j'ai bossé en Chine, mais honnêtement, le travail de groupe, tout le monde s'écoute, tout le monde est respectueux. Alors, je vais pas dire la Chine, c'est génial, hein, il y a des petits problèmes de dictature, mais en termes d'interaction humaine sur le respect et le travail en équipe, c'était, mais waouh! Toi, il n'y avait Et, pas de concours d'ego. C'était OK, on est une team. La team, c'est plus importante que la taille de nos bits. Et on n'est pas là pour un concours de bits. On est là pour bosser et écrire ensemble. C'était, mais génial. Et, Ah, voilà. et- et franchement, je pense que tu vois, il y aurait moyen de, tu vois, bricoler un truc comme ça. Ouais, bah voilà, si t'as un terrain, on se fait ça et puis tout. Mais où vraiment ça peut. Enfin, je pense, ça fait partie des initiatives qui, je pense, pourraient être sympas aussi, quoi. Où on se rend compte, on parle. Puis quand les gens sont en face à face, ils ont tendance à être un peu moins cons que sur un forum aussi, donc ça c'est bien aussi. Donc ouais, non, ouais, ouais. Un truc à creuser là-dedans, je pense. Ouais. Ouais, puis du coup, bah, toi, tu me mets la pression. Mais mon prochain blabla, une conférence gesticulée, je pourrais pas parler de création de jeu, parler de scénar, je suis pas meilleur qu'un autre, parler de se passer des règles. Tiens, ça, c'est un thème qui m'intéressera. Pourquoi pas, ouais. Ah bah après, faut trouver le truc dont on a envie de parler, hein. C'est toujours pareil, quoi. Sur lequel on pense qu'on a un truc intéressant à dire. Mais ouais, enfin, partager ça avec des gens, je trouve ça. Parce que c'est quand même la base du jeu de rôle, c'est ça. C'est quand même une activité de groupe, quoi.
C'est ce qui fait pour moi la beauté, enfin la beauté du truc, où tu sors de là, C'est collectif. ouais, c'est collectif, et après, tout le monde a des souvenirs de cette histoire-là, quoi. On crée des souvenirs, je veux dire. On a fait ça avant Tyrell dans Blade Runner, quoi. On en crée déjà des souvenirs, ça fait longtemps. Et Ah ouais, non, franchement, c'est cool. Belle activité, ouais, non, je pense que la maison de retraite, lance les dés! C'est bon, mon Dieu! Chaque partie de Donjons et Dragons peut être la dernière. Méfie-toi. Plus tard, la sonde. C'est ça, plus tard, j'ai le dragon à buter. En plus, avec du bol, on a Alzheimer, tu vois, on peut rejouer le même scénario tout du long, tu vois, c'est cool. On fait des économies, c'est trop bien, quoi. Mais je commence à partir en sucette, je commence à raconter n'importe quoi. Non, mais c'est très bien. De toute façon, on est un peu parti tout le long, mais et on a presque fait le tour des questions qui étaient prévues, hein, c'est bien. Et Le l'air de... talent. Ouais. Oh, puis enfin, on s'en fout. De toute façon, je crois que c'est la marque de fabrique de la chaîne. Chaque fois que j'essaye de faire un plan, ça marche jamais. Voilà. Voilà. Et puis j'irai. J'irai voir forcément la vidéo. Donc, si jamais les gens ont des questions, ils peuvent les poser dans les commentaires et je leur répondrai. Voilà. Sauf les trolls, ils iront se faire foutre. Mais c'est tout. Mais du coup, enfin, ouais, l'idée d'un non festoche, mais enfin, toi, t'es pas le premier auteur qui aborde le truc. Et j'ai déjà eu du tiens, je viendrais bien te squatter. Toi, préparer un vrai truc pour l'année prochaine, genre, enfin, honnêtement, le terrain, je dois pouvoir squatter bien 60 personnes à l'aise blaise. Ça pourrait être assez sympa. Enfin, il y en a une qui va gueuler, là, c'est mon potager, là, c'est ma forêt, machin. Mais, enfin, ouais, pourquoi pas. Enfin, l'idée est lancée, on va la creuser toi, on aura toute l'année pour la creuser, mais ça peut être un truc sympa. Et la conférence gesticulée, ouais, c'est un bon délire. D'un autre côté, il faut pas seulement avoir quelque chose à dire. Enfin, dans la forme, ils sont forts, quoi. Oui, c'est clair. C'est C'est clair. carrément prépare ta Mais pièce de bah, tu vois, théâtre. mais typiquement, par rapport à ce dont tu parlais au début un bon thème que toi, tu pourrais aborder, peut-être justement, tu vois, c'est le rapport entre la philo et le jeu de rôle. Pour toi, qu'est-ce que c'est, quoi? Il faudrait être un truc. Ouais, Tu vois, enfin, ouais, moi, non, mais c'est bien, typiquement, ça me met ça me met ouais, de la contrainte est créative. ouais. Là, je verrai dimanche prochain si j'ai quelque chose à dire quand j'appuie sur on, et puis voilà, quoi. Mais tu vois, typiquement, là, quand j'avais commencé à bosser sur Street Chat, tu vois, du coup, j'avais commencé à lire pas mal de bouquins d'histoire sur le 17e, sur la guerre de 30 ans et tout. Et bah, je suis con en même temps, peut-être que je devrais peut-être reprendre des études d'histoire, tu vois, peut-être que ça me ferait du bien. Et du coup, j'ai passé une licence. Mais tu vois, enfin, bon, ça m'a fait bizarre, tu vois, t'as 40, les examens, c'était à Paris. Moi, je suis en Alsace maintenant. Et du coup, j'allais squatter chez ma mère pour passer les examens. Et tu vois, tu travailles le matin, t'es chez ta mère, t'as 47 ans et tu vas passer des examens à la fac. Tu te dis, où est le moment où j'ai raté ma vie exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, j'ai plus de Nesquik! Mon bic, il fonctionne plus! Ah ouais, en plus, tu sais, t'arrives, enfin, tu vois, depuis le temps. Ah, vous voulez que j'écrive la copie à la main, mais vous êtes complètement cintré ou quoi? Ah, ça m'a fait bizarre, quoi. Enfin bref, voilà, pareil. Anecdote stupide, mais drôle. Ah bah non. Ouais, d'un côté, mais j'ai lâché les études tellement tard que j'aurais l'impression, enfin, toi, de. Enfin, bon, on s'en fout. On s'en Ouais. contrefout. Sinon, on va encore digresser 15 jours. Je vais Ouais. aller faire la popote. Effectivement, les gens, lâchez-vous dans les commentaires, posez des questions. Enfin, c'est votre espace à vous, donc voilà. Voilà. T'as eu ton espace à toi. J'ai pas réussi à fermer ma gueule autant que je devrais le faire à chaque fois. Et puis voilà. Non, non, c'était très bien. C'était un beau ping-pong. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'était chouette. Ah bah merci à toi d'être venu. Et puis, bah, enfin voilà. Hop, des bisous, des courbettes, tout ça. Et Pareil. puis, et puis voilà, à bientôt les gens. Et À puis bientôt, bah les sinon, à bientôt Monsieur Kobayashi. gens. Allez, je coupe tout ça.